Bon, et ben donc le thème que je me propose de traiter, c'est donc celui des progrès de l'anthropologie depuis l'époque de Marx et Engels, et de la manière dont ces progrès peuvent ou doivent impliquer certains changements dans ce qui constitue la position marxiste orthodoxe. Alors, à l'oral, les guillemets s'entendent pas autour de orthodoxe, mais ils y sont, hein, je les ai mis. Alors le sujet étant évidemment immense, je ne le traiterai pas bien entendu dans l'ensemble de tous ces aspects, et je me concentrerai essentiellement sur l'un d'entre eux, qui était déjà une question qui préoccupait donc Marx et Engels au premier chef, celle de l'origine et des causes de l'oppression des femmes. Alors moi je suis venu à ce séminaire il y a quelques semaines de ça, où j'ai entendu un intervenant ici même qui rappelait une plaisanterie de Radek à propos de la montée de la bureaucratie en URSS. Et Radek qui disait donc que les trois âges de l'humanité avaient été le matriarcat, le patriarcat et le secrétariat. Alors évidemment, dans l'esprit de Radek, le bon mot, c'était bien sûr le troisième terme. Les deux premiers âges, ceux du matriarcat et du patriarcat et leur succession, lui paraissaient alors bien établis, comme à tout marxiste qui avait lu ces classiques. Alors j'irai pas jusqu'à dire évidemment que la plaisanterie n'était pas là où il croyait qu'il l'avait mise, mais je vais essayer de montrer que les progrès des connaissances en anthropologie ont depuis longtemps fait justice d'un certain nombre de conceptions sur lesquelles se fondait le trait d'humour de Radek. Voilà, c'est bon. Donc au départ, je vais parler de l'origine de la famille, qui pour beaucoup, j'imagine, de gens qui sont présents dans cette salle, je vais dire une évidence, en rappelant que ces conceptions marxistes donc remontent, pour ainsi dire, entièrement à l'ouvrage d'Engels, l'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État. Et donc je ne peux pas commencer l'exposé autrement qu'en revenant sur les principales idées qui étaient contenues dans ce texte. Alors je présente d'avance toutes mes excuses pour le goût de trop peu ou de pas assez que ce genre d'exercice manquera pas de susciter, selon que vous ayez bien sûr évidemment déjà bien en tête le livre d'Engels ou que vous l'ayez pas du tout en tête parce que peut-être vous l'avez jamais lu. Bon voilà. Alors donc Engels a rédigé ce livre en 1884, c'est-à-dire un an après la mort de Marx. Et comme il l'indiquait lui-même, c'était Marx qui avait projeté d'écrire ce livre. Alors depuis quelques années, Marx s'intéressait de très près à l'anthropologie sociale, une science qui était à l'époque toute neuve, et il s'était en particulier, excusez-moi, j'ai raté cette belle diapositive, il s'était donc en particulier intéressé à l'ouvrage d'un Américain, Lewis Morgan, qui avait fait des recherches sur la préhistoire et sur les sociétés primitives, recherches qui, aux yeux de Marx, méritait d'être largement popularisé au sein du public ouvrier et socialiste. Et Marx étant décédé, c'est donc Engels qui, en quelques semaines, entreprit la rédaction de ce travail. Alors on peut remarquer que jusqu'à cette date, Marx et Engels étaient restés relativement peu bavards, peu diserts sur la question féminine et presque totalement muets sur celle des sociétés préétatiques, sans même parler de traiter les deux sujets à la fois. Alors l'exception qui confirme la règle tient, pour ainsi dire, dans une seule petite phrase de l'idéologie allemande, qui avait été écrite en 1945 et non publiée à l'époque, où ils écrivaient que les femmes avaient constitué la première classe opprimée. Mais par la suite, Marx et Engels, ils n'avaient pas forcément beaucoup écrit, avaient en tous les cas pris position à maintes reprises en faveur de l'émancipation féminine, et ils s'étaient d'ailleurs affrontés sur ce point à certaines autres tendances du mouvement ouvrier. Mais avant les années 1880, ils n'avaient consacré aucune étude systématique à cette question. Et en fait, le premier ouvrage qui a abordé ce point du point de vue des conceptions du socialisme scientifique a été écrit en 1879, publié en 83, donc un an avant l'origine de la famille, et c'était l'œuvre de leur disciple Bebel. Ça s'appelait La femme et le socialisme, et au passage, d'ailleurs, c'est un bouquin qui a eu un immense succès et qui a sans doute été pour quelque chose dans la décision d'Engels d'apporter lui aussi sa pierre à l'édifice. Alors, quant à la préhistoire et aux sociétés préétatiques, là, le silence de Marx et Engels jusqu'à une date avancée s'explique tout naturellement par l'état des connaissances de leur époque. La préhistoire, et plus encore l'anthropologie sociale, c'est-à-dire l'étude des sociétés primitives actuelles, étaient des sciences extrêmement jeunes. La seconde était pour ainsi dire née au cours des années 1860-70. Et cette nouvelle branche de la sociologie a donc suscité un intérêt immédiat chez Marx et Engels, et très rapidement, ils se sont préoccupés d'intégrer ces résultats à la théorie de l'évolution sociale.
Alors donc, parmi les pionniers de cette nouvelle discipline, domine la figure de Lewis Morgan, sur les travaux duquel s'appuient entièrement les premiers chapitres de l'origine de la famille. Morgan était un juriste, un avocat, qui avait étudié en particulier les Iroquois, qui étaient un peuple qui vivait dans l'actuel État de New York, au sud du fleuve Saint-Laurent. Morgan avait vécu parmi eux, avait appris leur langue. Et il avait notamment orienté ses recherches vers ce qu'il appelait alors les systèmes de consanguinité et d'affinité, désolé pour le jargon, ce qu'on appelle aujourd'hui le système de parenté, les systèmes de parenté, c'est-à-dire les règles qui présidaient à la dénomination des différents parents. On n'appelait pas du tout ces parents de la même façon chez les Iroquois et dans notre propre société. Et intrigué par ça, Morgan avait ensuite lancé une enquête mondiale, la première du genre, suite à laquelle il avait établi une classification générale de ces systèmes de parenté. Convaincu qu'ils étaient liés à l'organisation familiale, présente ou passée des différents peuples, il avait sur cette base élaboré un tableau général de l'évolution des formes de famille et de l'évolution sociale de toute l'humanité, depuis le niveau technique le plus élémentaire jusqu'à la civilisation. Alors autant le dire tout de suite, je vais rester très évasif sur cet aspect des travaux de Morgan, qui est repris d'ailleurs dans l'origine de la famille. Non que le sujet soit sans intérêt, tout au contraire, mais les arguments présentés étant parfois assez techniques, ça m'a paru plus sage de laisser la question de côté dans le cadre d'un exposé d'une heure, et donc mon sujet principal sera un peu différent. Alors sur ce sujet principal, justement, donc celui des rapports entre les sexes, eh bien Morgan avait découvert chez les Iroquois une situation tout à fait surprenante pour un occidental de l'époque victorienne. Au demeurant, il s'agissait moins d'une découverte que d'une redécouverte, parce que les Iroquois étaient connus pour cela depuis bien longtemps. Au XVIIe siècle, en 1724, le jésuite Lafitau, auteur d'une ethnographie sur les Iroquois, parlait à leur sujet d'empire des femmes. Et il avait vu, ce Lafitau, dans les Iroquois, les lointains descendants de peuples d'Asie mineure, au sujet desquels les auteurs grecs de l'Antiquité avaient mentionné des mœurs similaires. Alors, pour dire un peu en quelques mots de quoi il s'agissait, eh bien la société iroquoise était divisée en un certain nombre de groupes de parents que Morgan appelait alors je ne sais pas s'il faut dire des gens, des gens, je ne parle pas le latin couramment, par analogie aux groupes similaires de l'Antiquité grecque et romaine. Alors aujourd'hui, on ne parle plus de gens ou de gens, on dit les clans, mais ça veut dire exactement la même chose. Alors un clan, c'est un groupe dans lequel on est rattaché par un de ses deux parents seulement. C'est-à-dire on appartient au clan de son père dans des sociétés qui fonctionnent comme ça ou au clan de sa mère dans d'autres sociétés. Sachant que, sauf très très rare exception, les deux parents sont obligatoirement de clans différents. Alors donc, première surprise, dans les clans grecs et romains, l'appartenance clanique se transmettait par le père, mais dans les clans iroquois, elle se transmettait par la mère. Et les Iroquois relevaient donc de ce qu'un autre savant de l'époque, Barophon, il est où Barophon? Il s'est éclipsé. Bon, excusez-moi. Et donc Barophon avait appelé dans un énorme et très influent ouvrage de 1861 le droit maternel. Donc en termes modernes, les Iroquois étaient matrilinéaires, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais les prérogatives des femmes iroquoises ne se limitaient pas à la transmission de l'appartenance clanique. Dans la sphère familiale, elles jouissaient d'une autonomie absolument remarquable. Ce sont elles qui possédaient les maisons longues, divisées en appartements dans lesquels habitaient les couples, et les maris donc venaient habiter chez leurs épouses, mais donc également par la même occasion dans la même maison que les sœurs, les tantes, etc. de l'épouse en question. Et ça donnait évidemment un solide point d'appui aux femmes en matière domestique. Il n'était pas rare qu'en cas de mésentente, l'épouse mette tout simplement son mari dehors en plaçant ses affaires sur le pas de la porte. Et dans ce cas-là, le brave homme n'avait rien à dire et il n'avait plus qu'à retourner dans la maison de sa mère. Alors en plus des maisons, les femmes iroquoises possédaient également les champs. Les Iroquois étaient des agriculteurs qui faisaient de l'agriculture itinérante sur des champs temporaires par le système de l'abbati-brûlis. Eh bien, ce sont donc les femmes qui procédaient aux semis, aux récoltes et qui disposaient des stocks. Tout ça donnait aux femmes un moyen de pression collectif contre les hommes. En cas de désaccord, par exemple, sur une déclaration de guerre, elles pouvaient paralyser les opérations militaires en refusant de livrer les provisions nécessaires. Et enfin, les femmes iroquoises détenaient des droits politiques.
Elles n'étaient certes pas éligibles dans les conseils les plus éminents de la tribu, mais elles possédaient leurs propres conseils et elles pouvaient, par la voix de leader, de leur propre leader, s'opposer à la nomination de tel ou tel chef masculin. Alors tout ça, ça dessinait évidemment les contours d'un tableau qui montrait de manière absolument évidente et éclatante que les rapports entre les sexes dans la société occidentale n'avaient rien de naturel, qu'ils étaient une construction sociale, un produit de l'histoire. Morgan, et au moins autant que lui, Marx et Engels à sa suite, étaient attachés à comprendre les tenants et les aboutissants de cette évolution, et sur tout cela, l'origine de la famille reprend presque mot pour mot les réponses avancées par Morgan, et donc je vais tenter de les résumer en quelques points clés. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, de toute façon, je vais commenter au fur et à mesure. Alors donc, avant de commencer, il faut bien dire que les repères chronologiques utilisés par Morgan ont vieilli, sans doute plus d'ailleurs dans le vocabulaire que dans le contenu lui-même. Donc Morgan divisait l'évolution sociale en trois âges, trois grands âges, qu'il appelait, c'était pas péjoratif, la sauvagerie, la barbarie et la civilisation. La sauvagerie et la barbarie se décomposaient à leur tour en trois stades, inférieur, moyen, supérieur. Et au-delà donc des discussions qu'on pourrait avoir aujourd'hui sur les critères utilisés, etc., eh ben, on peut quand même assimiler à grands traits la sauvagerie au paléolithique, c'est-à-dire à l'époque de la chasse et de la cueillette. Et la barbarie correspond globalement à ce qu'on appelle aujourd'hui le néolithique et les âges des métaux, c'est-à-dire une forme sociale qui repose sur l'agriculture et au besoin l'élevage, mais où l'État, l'écriture, les villes et les classes sociales sont absents. Enfin, la civilisation est marquée par l'apparition de toutes ces institutions. Alors donc, je vais me permettre de résumer les thèses de Morgan, reprises par Engels, à la hache. Alors, je laisse ouverte la question de savoir si c'est de la hache pierre taillée ou pierre polie. Vous trancherez vous-même. Proposition générale, donc, premier point, les rapports entre les sexes, de même que les formes familiales et les systèmes de parenté, n'ont pas toujours été semblables à eux-mêmes. Ils ont connu une évolution dont la science doit chercher à reconstituer les modalités et les lois. Alors il y a ensuite des propositions justement sur précisément la famille, les systèmes de parenté, tout ce qui relève de cette idée-là. Premier point là-dessus, la chronologie des systèmes de parenté et des formes de famille peut être reconstituée à partir des sociétés primitives actuelles et donc située par rapport aux grandes étapes des progrès techniques. Et par cette méthode, on aboutit à reconstruire une série évolutive par laquelle est passé, à des variantes mineures près, l'ensemble de l'humanité. Second point, l'évolution sociale et biologique s'est effectuée par l'instauration de contraintes de plus en plus fortes sur les relations sexuelles. Donc on est parti d'un état de promiscuité primitive, c'est le mot de Morgan, et l'humanité a ensuite prohibé des relations sexuelles de plus en plus nombreuses entre parents et enfants, puis entre enfants consanguins, etc., etc. Et ce sont donc ces règles d'inceste de plus en plus contraignantes qui sont à l'origine de l'organisation en clan, de l'exogamie et du système de parenté qui lui correspond, et par exemple du système de parenté iroquois. Enfin, troisième point, chez tous les peuples, les clans apparaissent dans une forme de famille où les femmes ne sont pas contraintes de posséder un partenaire sexuel unique. Par conséquent, on ne sait pas qui est le père des enfants, et donc on ne peut compter la descendance que par la mère. Et donc, conclusion, la filiation matrilinéaire, la filiation par les femmes, a partout précédé la filiation patrilinéaire par les hommes. Alors, j'en viens maintenant au point qui concerne plus spécifiquement les rapports entre les sexes. Premièrement, la position sociale des femmes, pardon, je vais résumer ça, voilà. La position sociale des femmes est déterminée tout à la fois par le type de filiation en vigueur, donc matrilinéaire ou patrilinéaire, par leur importance objective dans la procréation et par la structure économique dite communiste domestique, c'est le mot qu'utilise Engels, qui ignore l'accumulation de richesses dans des mains privées et dans des mains masculines privées. Deuxième point, dans les premiers stades de l'évolution sociale, les femmes occupaient partout une place sociale prééminente, non seulement libre, mais fort considérée. Je reprends très exactement les mots d'Engels dans l'origine de la famille. Et enfin, dernier point, cette place prééminente des femmes leur a été ravie à une époque relativement récente. La domination masculine et la filiation patrilinéaire ont été instaurées dans les derniers moments de la barbarie, c'est-à-dire, en gros, pendant l'âge des métaux,
peu avant que n'apparaissent les classes sociales et l'État. Et cette révolution, puisque c'en est une, a été le fruit du développement de la richesse mobilière, le bétail, les esclaves, etc., dans les mains masculines, et de la volonté des hommes de transmettre ces richesses à leurs propres enfants. Ce mode d'héritage, donc de père en fils, entrant en contradiction avec la filiation matrilinéaire, parce que je ne sais pas si vous avez bien suivi, mais dans ce cas-là, le fils n'appartenait pas au clan de son père, il appartenait au clan de sa mère, donc il ne pouvait pas y avoir d'héritage du père au fils. Ce mode d'héritage entrant donc en contradiction avec la filiation matrilinéaire, il a provoqué le renversement de celle-ci et l'instauration de la filiation patrilinéaire dans ce qu'Engels appelle, en reprenant Barofen presque mot pour mot, la défaite historique du sexe féminin. Alors, je reviendrai dans un instant sur toutes ces propositions en essayant d'indiquer sommairement la manière dont elles ont plus ou moins résisté au temps et au progrès des connaissances. Mais avant ça, je voudrais faire 2 remarques. La première porte sur les difficultés que soulève le terme de matriarcat, sitôt qu'on l'introduit dans la discussion. Et c'est bien pour ça que jusque-là, je me suis soigneusement abstenu de l'employer. Alors on sait que pour qualifier les thèses de Morgade et d'Engels, on emploie souvent le terme de matriarcat, on dit en général le matriarcat primitif. Alors cette dénomination n'est pas seulement le fait des adversaires de ces idées. Les marxistes eux-mêmes ont volontiers endossé le terme. Une brochure de Paul Lafargue, publiée en 86, s'intitule tout simplement « Le matriarcat ». Et Engels lui-même ne voyait aucun inconvénient à utiliser le mot dans sa correspondance. Cependant, contrairement à ce qu'on croit souvent, le mot n'est pas employé une seule fois dans l'origine de la famille. Il ne fait qu'une apparition tardive dans la préface à la 4e édition, et encore, qui plus est, en étant explicitement attribué à Barofen, et sans qu'on puisse savoir si Engels le reprend explicitement à son propre compte. Alors, le problème avec ce terme de matriarcat, primitif ou pas, c'est qu'il est quand même passablement élastique et donc source de confusion. Dans l'esprit de Barofen, par exemple, la domination féminine qui avait précédé le patriarcat, le matriarcat primitif, avait été réellement une domination féminine qui avait même culminé dans un stade suprême, l'Amazona, terme de Barofen, où cette domination avait pris une forme militaire. Il y avait les femmes en armes qui imposaient leur domination aux hommes. Alors on comprend qu'Engels pouvait difficilement accepter une telle idée. L'oppression d'un sexe par un autre lui paraissait parfaitement incompatible avec l'économie communiste domestique qui avait donc régné dans ces époques anciennes. Alors qu'il s'agisse de Morgade ou d'Engels, l'immense période qui avait précédé la domination masculine était bien davantage vue sous les traits d'une certaine égalité des sexes. Alors je dis bien une certaine, et c'est un point à mon avis essentiel sur lequel je reviendrai plus longuement. Il y avait donc prééminence des femmes, pour reprendre le mot d'Engels, mais a priori, on était quand même bien loin de ce patriarcat inversé qu'avait imaginé Barofen. Alors, pour désigner tout ça, est-ce qu'il faut parler de matriarcat ou est-ce qu'il ne faut pas parler de matriarcat et préférer un autre terme? C'est évidemment une question finalement assez secondaire, mais ce qu'il n'est pas du tout, c'est de savoir, c'est de s'entendre sur les mots et de savoir, quand on parle de matriarcat, de quoi on parle. Alors ma deuxième parenthèse sera plus brève et si je peux dire plus anecdotique. Elle concerne une légende urbaine tenace selon laquelle, en rédigeant l'origine de la famille, Engels aurait trahi les idées ou du moins certaines idées de Marx. Ainsi, on lit parfois que Marx aurait été beaucoup plus critique que Engels sur les spéculations de Barofen et plus réticent à accepter la généralisation du cas iroquois sur laquelle se fondait le raisonnement de Morgan. Ces affirmations sont apparues suite à la publication en 1974, des carnets ethnologiques de Marx, une publication, disons des notes qu'il avait prises en lisant Morgan, mais aussi d'autres anthropologues comme Maine ou Lubbock. Alors parfois répétées manifestement sans vérification directe, ces assertions ne reposent sur rien de tangible. Les carnets de Marx sont une longue série de remarques dans une espèce de volapük d'allemand, de français, d'anglais, de latin et d'un certain nombre d'autres langues. C'est assez difficile à dire et à lire et encore plus à en tirer des certitudes. Et en tout état de cause, les passages censés démontrer la prétendue trahison d'Engels ne montrent absolument rien.
Alors, j'en reviens maintenant aux positions de Morgan et Engels, qui donc, depuis leur publication, ont représenté la théorie marxiste officielle, là aussi deux paires, même trois paires de guillemets autour de officiel, hein, mais voilà, sur la question de l'évolution sociale et plus précisément des rapports entre les sexes. Alors, assez rapidement, ces positions ont été mises en cause, puis soumises à un feu nourri. Dans les dernières décennies du XIXe siècle, et plus encore dans les premières décennies du XXe, une très large partie du tableau évolutif que Morgan avait élaboré était désormais considérée comme erronée par la majorité du monde savant. La critique n'épargnait évidemment pas la thèse du matriarcat primitif, quel que soit le contenu qu'on donnait à ce mot. Alors donc, très rapidement, le courant marxiste a été placé devant une alternative. Alors, alternative avec y compris tout le dégradé des possibilités intermédiaires. Hein, mais soit accepter que ces critiques étaient valables, et du coup abandonner une bonne partie des positions de Morgan. Ce qui signifie, bien entendu, écrire noir sur blanc qu'Engels s'était trompé avec Morgan. Ou alors, défendre bec et ongle les positions de Morgan, en considérant notamment que les critiques émanaient de gens hostiles au matérialisme, à l'évolutionnisme et au marxisme, ce qui, évidemment, n'était pas faux. Alors en fait, dans les premières décennies qui ont suivi sa publication, tout en demeurant une référence, l'origine de la famille fut loin de constituer la sainte relique qu'elle est souvent devenue par la suite. Il n'y eut pas à proprement parler, les écrits marxistes sur cette question sont restés relativement peu nombreux, mais on peut lire par exemple, il était là, Barophone, excusez-moi, mais on peut lire par exemple les conférences d'Alexandra Kollontai, qui était donc une dirigeante bolchevique, sur la question féminine, parue en 1921. Eh bien, en s'appuyant sur les progrès de la science de son temps, elle dressait de l'évolution sociale dans la préhistoire un tableau tout à fait différent de celui que présentait Engels, et elle n'hésitait pas à le contredire sur plusieurs points essentiels. J'ajouterai d'ailleurs, s'il en était besoin, qu'Engels lui-même était très loin de considérer son texte, y compris justement dans ses positions les principales, comme un dogme figé, comme une vérité marxiste définitive, et là aussi 12 paires de guillemets. S'il en était besoin, il suffit de lire sa préface à la 2e édition, où il écrit donc 7 ans après, et il prend bien soin de dire je réécris globalement les mêmes choses, parce que entre-temps, aucune découverte scientifique n'est venue contredire ce qu'on avait écrit jusque-là. Mais c'est clairement, pour qui veut lire, il est clairement sous-entendu que la question reste naturellement une question ouverte. Alors je ne m'étendrai pas sur la période stalinienne. Ça étonnera, je crois, pas grand monde si je dis qu'elle a érigé en dogme la moindre lettre de l'origine de la famille. Au passage, on peut noter que c'est toujours le cas aujourd'hui des avatars maoïstes. Et donc, on vit pendant des décennies, des archéologues et des anthropologues soviétiques de valeur, y compris, se plier aux pires contorsions pour essayer de faire rentrer de force leurs recherches dans les cadres élaborés par Morgan, même quand ceux-ci ne convenaient manifestement pas. Donc l'URSS stalinienne a en gros réservé le même sort à la pensée d'Engels qu'à la dépouille de Lénine. On l'a momifiée pour mieux la trahir. Alors la parenthèse stalinienne étant maintenant refermée depuis quand même un certain temps, où en est-on? Alors pour dire les choses un peu abruptement, depuis l'époque de Morgan, une moisson d'observations est venue montrer que la domination masculine pouvait exister à un stade beaucoup plus précoce qu'il ne le pensait, que ne pensait Engels, dans des sociétés qui possédaient un niveau technique égal, voire inférieur à celui des Iroquois. Et là, je ne parle pas de cas isolés. C'est des cas qui se comptaient par dizaines, si ce n'est par centaines. Alors face à cela, les marxistes des dernières décennies ont adopté 3 types d'attitudes. Il y en a bien une 4e qui a consisté à jeter le marxisme par-dessus bord, mais enfin vous me permettrez de ne pas la compter. La première option, rarement écrite noir sur blanc, mais souvent pratiquée, a consisté à récuser ou à ignorer purement et simplement ces faits nouveaux en disant que les sociétés primitives actuelles ne sauraient en aucun cas invalider les raisonnements de Morgan et d'Engels, puisque eux, ils portent sur la préhistoire. Alors cette argumentation, si c'en est une, est évidemment totalement spécieuse dans la mesure où toute la construction de Morgan, de la première ligne à la dernière, est entièrement fondée sur l'observation des sociétés primitives actuelles, et en particulier des Iroquois, censés représenter un stade universel de l'évolution sociale. La deuxième attitude a été de loin majoritaire au sein du marxisme des dernières décennies.
Elle différait de la précédente dans la mesure où, pour sa part, elle a accepté d'examiner les éléments neufs apportés par l'ethnologie. Mais ce fut pour nier, de manière systématique, qu'il remettait en cause les thèses essentielles de l'origine de la famille, et en particulier la chronologie et les causes de la domination masculine. En quelque sorte, les pièces du dossier étaient déclarées recevables, mais non probantes. Les cas de domination masculine observés dans les sociétés primitives étaient censés n'être que des artefacts, des faux positifs, pour parler comme les biologistes. Tantôt, ils étaient censés résulter d'un biais des observateurs, accusés de faire preuve d'ethnocentrisme et de prêter au peuple qu'ils décrivaient leurs propres préjugés concernant les femmes. Tantôt, on reconnaissait qu'ils étaient avérés, mais on les attribuait exclusivement aux influences extérieures exercées par les sociétés de classe. Et au bout du compte, donc pour ces marxistes, même si on pouvait admettre que certains aspects de l'origine de la famille, essentiellement ceux qui touchaient à la parenté, avaient vieilli, eh bien, le cadre général du raisonnement en ce qui concerne les rapports entre les sexes devait demeurer intact. Alors, la représentante la plus éminente de cette position fut sans aucun doute Eleanor Leacock, une anthropologue marxiste américaine qui batailla toute sa vie sur cette ligne de défense. Alors, vous l'aurez compris, je suis personnellement pas convaincu par les arguments de Leacock. Il me semble que la domination masculine a été le fait de bien des sociétés primitives, y compris au stade les plus précoces du développement social. Cela dit, il faut rendre cette justice à Leacock d'être resté d'une part fidèle au marxisme et de l'être resté d'une manière qui ne l'amenait pas à tourner le dos aux faits, même si elle la conduisait quand même à les regarder parfois sérieusement de travers. Alors il reste donc une troisième position, assez peu explorée, mais la seule qui me paraisse personnellement véritablement défendable. Cette position consiste à reconnaître que le matériel amassé par l'ethnologie impose une révision en profondeur des thèses traditionnelles en ce qui concerne l'origine et les causes de l'oppression des femmes. Alors, ces longs mais indispensables préliminaires étant posés, j'en viens donc aux thèses d'Engels et à ce qu'il en reste aujourd'hui. Alors, premier point donc, que j'ai qualifié de général, l'idée que le mariage, la famille, les dénominations de parenté, les rapports entre les sexes n'ont pas toujours été semblables à eux-mêmes. Alors ça, c'est une évidence indiscutable. L'évolution s'est-elle faite selon les modalités qu'imaginait Morgan, à savoir une succession de stades peu ou prou traversés les uns après les autres par l'ensemble des peuples? C'est beaucoup plus problématique, mais faute de temps, j'ai dit que je ne rentrerai pas dans cette discussion. D'ailleurs, je vais survoler allègrement l'ensemble des questions concernant la parenté, parce que d'une part, le sujet est ardu, et que d'autre part, quand on y met le doigt, on peut y passer tout le bras et la soirée. Donc voilà. Alors, d'autre part, parce que évidemment, à un degré ou à un autre, les anthropologues marxistes se sont assez largement accordés pour considérer que les développements de Morgan sur ce point étaient souvent caducs. Donc, par exemple, on considère aujourd'hui qu'il n'est pas possible, comme l'avait fait Morgan, de déduire les systèmes de parenté d'une forme particulière de mariage et de famille. La séquence chronologique des systèmes de parenté et des formes familiales qu'il avait cru pouvoir reconstituer s'est effondrée. À la différence, par exemple, de ce qui se passe pour l'organisation économique, il n'existe aucune corrélation évidente, et sans doute pas davantage de non évidente, entre le niveau technique d'une société et ses formes familiales. Juste pour illustrer ça par quelques exemples, notre propre système de parenté, la façon dont nous on appelle nos parents, nos grands-parents, nos oncles, nos cousins, etc., les anthropologues appellent ça le système esquimau. Eh bien, précisément parce que c'est le même que celui des Inuits, des Esquimaux, qui sont des chasseurs-cueilleurs égalitaires qui se situent techniquement dans l'équivalent de notre période mésolithique. Mais parmi les chasseurs-cueilleurs égalitaires donc de ce niveau technique-là, on trouvait aussi des systèmes de parenté tout à fait différents, qui avaient absolument rien à voir avec celui des Inuits et donc avec le nôtre, comme par exemple chez les aborigènes australiens. Même situation pour les formes familiales. Les Esquimaux possédaient une famille qu'on pourrait dire nucléaire et fonctionnaient selon le principe de l'union libre. Alors, libre surtout pour les hommes, je vais y revenir. Mais enfin, ils n'avaient rien qui ressemblait à des mariages formalisés, à des sous-groupes autorisés, interdits, etc., etc. Et la polygamie restait quelque chose d'assez exceptionnel.
En Australie, c'était exactement le contraire. Les mariages donnaient lieu à un entrelac absolument inimaginable de droits qui couraient à l'avance sur des décennies. Il y avait tout un système extrêmement élaboré de sous-groupes, de règles qui gouvernaient l'inceste et avec qui on pouvait s'unir, avec quel sous-groupe, etc. Et la polygamie, dans un certain nombre de régions, atteignait des sommets. Par exemple, le record enregistré, c'est un homme qui avait eu 29, j'ai bien dit 29, épouses au cours de sa vie, et on est chez des chasseurs-cueilleurs égalitaires. Bon. Alors, par ailleurs, les clans, que Morgan considérait comme la forme d'organisation par excellence d'un certain stade du développement social, il parlait, lui, de société gentilice, autrement dit de société clanique. Eh bien, ces clans ne sont pas une forme aussi générale qu'il pouvait le croire. On a trouvé au même stade technique des sociétés qui avaient des clans, des sociétés qui n'en avaient pas, et on a trouvé aussi tout un tas d'autres groupes, d'autres types de groupes de parenté qui étaient inconnus du temps de Morgan. Et en plus, un point quand même important pour mon sujet, c'est que même quand les clans sont présents, eh bien, rien ne permet en réalité de penser que la filiation maternelle, la matrilinéarité, a forcément précédé la filiation paternelle. En Australie, par exemple, de nombreuses tribus possédaient des clans patrilinéaires. Or, je le rappelle, l'Australie était un continent de chasseurs-cueilleurs nomades, qui ignoraient d'ailleurs même l'arc, et qui possédait si peu de biens qu'il n'avait aucune espèce de problème d'héritage à régler. Alors ce dernier point est évidemment très important, parce qu'avec lui, c'est un des principaux arguments en faveur du matriarcat primitif qui s'effondre. Alors ça m'amène tout naturellement aux affirmations qui touchent directement au rapport entre les sexes, la supposée prééminence des femmes, leur situation, je recite Engels, fort considérée chez tous les peuples de la sauvagerie, de la barbarie inférieure et moyenne. J'insiste, ce sont les mots d'Engels. Alors comme là on touche au cœur de la question, je vais prendre un peu plus de temps pour citer plusieurs exemples. Mais sur le fond, mon argument est extrêmement simple. La domination masculine existe chez de nombreux peuples qui se situent à un niveau technique équivalent, voire inférieur à celui des Iroquois, ce qui contredit frontalement le scénario défendu par Morgan et Engels. Alors je vais procéder à rebours, je vais commencer par des sociétés qui maîtrisaient, tout comme les Iroquois, l'agriculture itinérante et qui pratiquaient au besoin certaines formes limitées d'élevage, tout en ignorant le travail du métal. Ce stade correspondait donc à la barbarie inférieure de Morgan, et en termes modernes, on parlerait de néolithique. Alors un des premiers cas, et peut-être un des plus célèbres, au moins en France, c'est celui des Barouillas. C'est une tribu de Nouvelle-Guinée qui avait été étudiée dans les années 60 par Maurice Godelier, et à une époque où il avait été quasiment il avait été un des premiers blancs à être en contact avec eux. Alors sur le plan économique, les Barouillas étaient un peuple tout à fait égalitaire, davantage même que les Iroquois, qui en passant ne l'étaient pas autant que ce qu'avait cru Morgan. Toujours est-il que les Barouillas ignoraient absolument toutes les différences de richesse. Dans leur société, la monnaie et les paiements étaient inconnus. Bref, les Barouillas illustraient, tout autant que les Iroquois, et peut-être en réalité même davantage qu'eux, ce qu'Engels appelait l'économie communiste domestique, censé garantir une position élevée pour les femmes. Lapsus. Or, c'était tout le contraire. Les Barouillas avaient édifié un système de domination masculine aussi sophistiqué que pesant, qui touchait aux moindres détails de la vie quotidienne et qui était en particulier appuyé sur des pratiques et des croyances religieuses omniprésentes. Alors, chez les Barouillas, c'est assez simple. Tout ce qui émanait des femmes était censé apporter danger et affaiblissement. Les garçonnets, mâles évidemment, étaient enlevés à leur famille vers l'âge d'une dizaine d'années, et jusqu'à leur majorité, ils étaient élevés dans un bâtiment spécial, la maison des hommes, où ils ne fréquentaient que d'autres mâles, adolescents ou adultes. Les substances féminines étant réputées nocives, c'était donc le sperme qui était censé apporter vigueur et puissance, et les adolescents étaient soumis à des pratiques homosexuelles rituelles censées favoriser leur croissance. Comme à peu près partout dans cette région du monde, la religion était dite à initiation, c'est-à-dire que seuls les hommes adultes en connaissaient les véritables secrets. Les non-initiés, les femmes et les enfants, risquaient la mort s'ils apercevaient, même involontairement,
les objets sacrés détenus dans la maison des hommes. Et parmi ceux-ci se trouvaient par exemple les rhombes. Les rhombes, c'est des planchettes de bois comme ça qu'on fait tourner au bout d'une corde, et dont les vrombissements sont censés émaner d'un être surnaturel et sont faits pour terroriser justement les femmes et les enfants. Alors naturellement, les initiés étaient dans la confidence. Eux, ils savaient en quelque sorte que le père Fouettard, ça n'existe pas, mais que c'était juste une histoire pour terroriser les femmes et les enfants. Mais le reste de la tribu, elle, ne le savait pas, évidemment. Alors l'infériorisation des femmes dans cette société touchait à tous les aspects de la vie. Par exemple, dans les villages, chaque chemin était dédoublé. Il y avait le chemin du haut et le chemin du bas. Évidemment, les hommes avaient le droit de prendre celui du haut et celui du bas était réservé aux femmes. Et si par hasard une femme croisait un homme par un fait du hasard, donc, eh bien, elle devait bondir sur le bas-côté et dissimuler sa tête sous une cape d'écorce pour ne pas croiser le regard de l'homme. Les femmes étaient frappées de toute une série d'incapacités, dont celle de fabriquer leurs propres outils, de transmettre des droits sur la terre, etc., etc. Alors, pour finir, les Barouillas, tout comme les Iroquois, possédaient des clans, mais c'était des clans patrilinéaires et non matrilinéaires. Alors, si les Barouillas sont un cas emblématique, et je le rappelle, relativement célèbre dans l'anthropologie française, eh bien, ils sont très loin d'être une exception. Dans toute la Nouvelle-Guinée, et dans une bonne partie, par exemple, de la plaine amazonienne, on a trouvé des peuples au niveau économique similaire et qui partageaient ces traits à un degré ou à un autre. Alors, par exemple, ce sont les Yanomami, là aussi une tribu relativement connue, enfin, on entend parler de temps en temps à la télévision, tribu assez belliqueuse. Enfin, les Barouillas, c'était pas des tendres, mais enfin, les Yanomami, c'était vraiment des guerriers, je dirais pas à plein temps, mais enfin, ça les occupait beaucoup. En tous les cas, on dispose sur eux de nombreux témoignages, et l'un d'eux est d'une qualité absolument exceptionnelle. C'est celui qui émane d'Helena Valero, et elle, c'est une Brésilienne qui a été capturée par cette tribu quand elle était enfant, et qui a vécu 22 ans parmi eux, à part entière, comme membre du peuple. Et ça se passait dans les années 30 ou 40, à une époque où les Yanomami n'avaient aucun contact direct avec les Blancs. Ils avaient de vagues contacts indirects, c'est-à-dire que de temps en temps, il y avait des machettes de métal par groupe interposé qui leur arrivaient, mais enfin, ça restait encore, tout ça était resté encore très lointain. Alors chez les Yanomami, le mari était le maître incontesté, et il ne rechignait pas à employer la violence pour se faire obéir, pour punir un comportement féminin jugé fautif, ou d'ailleurs tout simplement pour se passer les nerfs, parce que c'est humain, évidemment. Et donc, Helena Valero raconte comme ça différents épisodes de sa vie conjugale qui se soldent par de violents coups de gourdin sur la tête ou sur le bras, et en une occasion, elle a eu le bras cassé, voire par une flèche qu'on tirait délibérément dans le mollet. Et son mari, elle raconte ça très bien, elle n'était pas tombée spécialement sur un mari pire que les autres, c'était la norme sociale chez ce peuple. Alors, chez les Yanomami, il n'y avait pas de religion à initiation comme il pouvait y avoir chez les Barouillas, mais il y en a d'autres peuples d'Amazonie avaient ce type de religion à initiation, comme par exemple les Munduruku. Alors donc, selon des règles qu'on retrouve donc assez souvent, les hommes punissaient par la mort, mais aussi par un viol collectif, les femmes qui posaient les yeux sur les objets sacrés masculins, ou qui plus généralement sortaient du rôle que la société leur avait assigné. Désolé pour ce qui suit, c'est un petit peu trash, mais voilà. Donc un Indien de cette tribu, qui avait été interrogé à ce sujet par l'ethnologue, et qui manifestement voulait un peu gagner sa complicité de mâle, puisqu'on était entre mecs, on pouvait se dire les choses. Donc il lui a dit, je cite, « Nous domptons nos femmes avec la banane ». Et l'ethnologue de préciser que dans cette société, je le cite, les viols collectifs sont des occasions festives qui deviennent le sujet d'inépuisables anecdotes racontées dans la maison des hommes, évidemment. Alors je le répète, il s'agit là de sociétés qui, pour reprendre le vocabulaire de Morgan, se situaient au stade de la barbarie inférieure, des sociétés sans inégalité de richesse, où ni les biais de l'observation, ni l'influence de l'Occident, ni l'émergence de la propriété privée ne peuvent valablement être invoqués comme cause de cette domination masculine. Mais il y a plus. Des sociétés de chasseurs-cueilleurs elles-mêmes, même strictement égalitaires, entre parenthèses, les propositions ne sont pas strictement synonymes. Il y a des sociétés de chasseurs-cueilleurs inégalitaires, de la même façon qu'il y a certaines sociétés d'agriculture égalitaires. Donc certaines sociétés de chasseurs-cueilleurs tout à fait égalitaires par ailleurs, ont pu développer des formes marquées de domination masculine, et je vais en donner deux exemples. Alors le premier, c'est celui des Inuits, dont je parlais tout à l'heure.
Alors ce peuple illustre parfaitement le principe général selon lequel, pour juger des rapports entre les sexes, mieux vaut ne pas trop se fier aux sentiments des intéressés, et moins encore à leurs sentiments présumés. Par exemple, au Groenland, il y avait les convenances de mariage. Eh bien, les convenances exigeaient de l'épouse qu'elle s'oppose lors de son mariage, qu'elle oppose lors de son mariage une vive résistance. Donc le mari, tout mariage au Groenland se déroulait de la façon suivante. Le mari arrivait, emmenait la future par la force, au besoin il la tirait par les cheveux, lui jusqu'à son domicile, lui donnait quelques coups, etc., etc. Très fréquemment, une fois arrivée, la jeune mariée s'enfuyait, ça pouvait recommencer à plusieurs reprises, et dans les jours qui suivaient, la scène se répétait. Alors en cas de récidive trop nombreuse ou d'opposition trop vive, le mari pouvait recourir aux grands moyens et immobiliser la rétive pour de bon, par exemple en lui incisant la plante des pieds avec un couteau, voire en lui sectionnant le talon d'Achille. Alors bien entendu, quand on en était à ce point-là, on pouvait guère avoir de doute sur les sentiments réels de l'épouse vis-à-vis de ce mariage. Mais de la vie générale de ceux qui ont étudié les Inuits, il était tout à fait impossible, dans les premières heures et les premiers jours d'un mariage, de savoir dans quel cas la résistance de la femme était réelle, parce qu'elle était réellement opposée en mariage, ou dans quel cas c'était une résistance de convenance qui se pliait simplement à l'étiquette imposée par la coutume. Soit dit en passant, pour la petite histoire, les missionnaires protestants ont eu les pires peines du monde à imposer le rite chrétien du mariage aux Inuits du Groenland, parce que pour ces gens-là, enfin pour les femmes inuites, devoir dire oui et formuler publiquement son consentement pendant la cérémonie, c'était vraiment d'une malpolitesse absolue. Alors, les femmes inuites étaient certainement pas opprimées comme pouvaient l'être leurs homologues barouya. Les Inuits ne pratiquaient pas d'initiation religieuse réservée aux hommes. Les femmes d'ailleurs pouvaient elles-mêmes devenir chamanes. Et globalement, elles étaient très loin de se voir imposer la cohorte d'interdits et d'humiliations qui les frappaient chez les barouya. Mais il n'empêche que dans un domaine au moins, les hommes bénéficiaient clairement de droits non réciproques sur la personne de leur femme. Et je veux parler de la sexualité. Alors les maris inuits étaient très vigilants sur les relations sexuelles que leurs épouses pouvaient entretenir à leur insu. Celles-ci donnaient généralement lieu à des rétorsions physiques, tant vis-à-vis de la femme que de l'amant. C'était absolument pas une question de jalousie sexuelle, parce que c'était un sentiment, pour ainsi dire, inconnu des Inuits. Et ils y étaient d'ailleurs si peu sujets que dans certaines régions, une de leurs distractions favorites, c'était un jeu qui s'appelait la lampe éteinte. Donc on rentrait, il y a des couples constitués comme ça qui rentraient dans un igloo, qui se déshabillaient, et là, évidemment, on éteignait la lampe, ce qui permettait ensuite à chacun et à chacune de repartir avec le partenaire que le hasard désignait. Mais il y avait donc chez les Inuits une différence radicale entre une relation sexuelle extramaritale pour laquelle l'homme avait donné sa permission et celle qui se déroulait à son insu. Un ethnologue résumait la chose en disant « Quand un mari punit sa femme pour infidélité, c'est parce qu'elle a outrepassé ses droits. Le soir suivant, il la prêtera très probablement de lui-même. » Alors le prêt des épouses par les maris représentait en effet une des marques bien connues de l'hospitalité chez ce peuple. Pour sceller, on prêtait sa femme en de multiples occasions. Pour sceller une amitié, deux maris pouvaient même procéder à un échange définitif. Alors le point important est évidemment que les femmes ne disposaient dans ces transactions au mieux que d'un avis consultatif. La décision appartenait au mari et à lui seul. Un témoin rapporte que chez les Inuits du Canada, je le cite, « l'échange des femmes s'effectue sans la moindre considération pour les sentiments des épouses respectives, qui en la matière ne sont nullement consultés. Même si une femme souhaitait rester fidèle, entre guillemets, à son époux, sa rectitude serait non seulement désapprouvée, mais encore considérée comme une désobéissance et susceptible d'être punie comme telle. » Alors évidemment, est-il besoin de le préciser, les femmes ne pouvaient pas disposer de la même manière des hommes. Et là aussi, je cite un ethnologue, « Une femme ne peut, de son propre chef, inviter un ami de son mari à partager les droits que celui-ci détient sur elle. C'est un privilège du mari et de lui seul. » Et au cas où deux femmes se seraient avisées de procéder à un échange sans le consentement de leur mari, ça aurait été considéré comme un adultère. Alors mon deuxième exemple de chasseur-cueilleur égalitaire qui avait développé une incontestable domination masculine nous emmène presque aux antipodes des Inuits, du côté de la Terre de Feu, parmi un peuple qui s'appelait les Selknam.
Alors les Selknam, tout comme les Barouya et bien d'autres, possédaient eux aussi une religion à initiation, réservée aux hommes. Et d'ailleurs, une telle similitude de religion est assez fascinante et mériterait sans doute qu'on s'y attelle. Ce que je n'ai pas fait. Le meilleur résumé de la situation des femmes chez ce peuple fut sans doute donné par l'un de ses membres. Un marin britannique, donc c'était un Indien qui parlait un peu l'anglais, et il y avait un marin britannique qui s'étonnait que leur peuple ne possède ni égalité de richesse, ni hiérarchie. L'Indien répondit fièrement « Nous sommes tous des capitaines », avant d'ajouter « Et nos femmes sont toutes des matelots ». Alors, la principale cérémonie religieuse chez les Selknam s'appelait le Hain, je ne sais pas comment il faut dire, et je ne parle pas encore moins bien le Selknam que le latin, donc voilà. Cette cérémonie était censée commémorer le renversement d'un matriarcat originel où les hommes s'étaient soulevés contre la domination des femmes, les avaient toutes exterminées, à l'exception des petites filles, et avaient donc instauré leur nouvelle religion afin de les tenir en sujétion. Tout ce que je dis là, c'est ce que disaient les Selknam eux-mêmes de leur religion, enfin les hommes Selknam de leur religion. Durant le Hain, donc, certains hommes se grimaient, vous en avez un exemple à droite, afin de figurer différents esprits, et ensuite ils parcouraient le campement des femmes afin de les terroriser, voire de les frapper ou de les blesser. Alors bien sûr, on pourrait se demander si les femmes étaient dupes d'une telle mise en scène, parce qu'après tout, même bien déguisées, quand même, on le reconnaît, et puis les tribus étaient quand même pas si grandes. Vous inquiétez pas, ils avaient tout prévu, les femmes étaient obligées de rester cachées sous la cape, etc., et de pas regarder. Et en tous les cas, voici ce que dit de tout ça notre meilleur informateur, qui s'appelait Lucas Bridges, et c'est un blanc qui avait vécu parmi les Selknam et qui avait lui-même été admis aux cérémonies d'initiation au tout début du XXe siècle. Pour l'anecdote, le père de ce Bridges, c'était un pasteur qui n'est autre que celui qui avait fondé la ville d'Ushuaïa. Alors selon Bridges, donc je le cite, « Une chose est sûre, si une femme quelconque avait été suffisamment indiscrète pour faire part de ses doutes, même à une autre femme, et si les oreilles des hommes en avaient eu l'écho, la renégate aurait été tuée et très vraisemblablement d'autres avec elle. Peut-être les femmes suspectaient-elles la vérité. Si tel était le cas, elles gardaient leurs soupçons pour elles-mêmes. » Alors je pourrais donner d'autres exemples de domination masculine parmi des peuples de chasseurs-cueilleurs égalitaires, en particulier dans l'immense ensemble australien auquel j'ai déjà fait allusion, qui forme donc l'ensemble de peuples au stade technique le plus primitif qui ait jamais été observé, où la domination masculine, là aussi, prenait parfois des formes extrêmement sévères. Mais évidemment, ça n'ajouterait rien à la démonstration. Alors, afin d'éviter un éventuel malentendu, je précise que toutes les sociétés de chasseurs-cueilleurs, de même que toutes les sociétés d'agriculture itinérante, ne correspondaient pas à cette description. Il y en avait où les rapports entre les sexes semblaient beaucoup plus équilibrés. Je ne me hasarderai pas à trancher pour savoir si c'était parfaitement l'égalité des sexes ou est-ce qu'il y avait quand même une légère domination masculine. Ça n'a pas, au fond, une grande importance. Pour mémoire, par exemple, un exemple classique de telle société où les rapports entre les sexes étaient beaucoup plus égalitaires, c'est les Bushmen, enfin ce sont les Bushmen, ces chasseurs-cueilleurs du Kalahari, au sud de l'Afrique, qui ont connu une certaine notoriété il y a 30 ans avec le film « Les dieux sont tombés sur la tête ». Je ne sais pas si un certain nombre d'entre vous l'ont vu. Voilà, c'est une langue à clic, tout à fait. Alors, de la même manière que pour les thèses de l'origine de la famille, eh bien, je me propose de rassembler toutes ces observations de l'ethnologie en quelques points clés. C'est écrit petit, mais voilà. Bon, hein. Alors, premier point, donc, il existe de nombreux exemples de domination masculine dans des sociétés situées à tous les stades du développement technique, jusque et y compris parmi les sociétés de chasseurs-cueilleurs égalitaires. Cette domination masculine est susceptible d'immenses variations dans ses formes et dans ses degrés, présence ou pas d'une religion à initiation, présence ou pas de clans patrilinéaires, etc., etc. Deuxième point, contrairement à la thèse défendue par certains marxistes, comme Eleanor Leacock, dont j'ai parlé, cette domination masculine ne peut pas être attribuée, être considérée comme un artefact dû aux préjugés des observateurs ou à l'influence de sociétés plus développées. Il s'agit d'un trait constitutif, autochtone de ces sociétés. Troisième point, aucun matriarcat au sens strict, c'est-à-dire domination féminine, aucun matriarcat n'a jamais été observé. Les femmes ont parfois fait jeu égal ou presque égal avec les hommes,
elles ne les ont dominées nulle part qu'on ait vu. C'est pour ça que dans ce dessin, la partie supérieure, puisque l'axe vertical, c'est l'axe de la domination, la partie supérieure est vide, on n'a jamais pu y mettre le moindre peuple. Quatrième point et dernier, la thèse du matriarcat primitif, quel que soit le sens qu'on donne à ce mot, ne peut donc pas être maintenue en l'état, pas plus que celle de la défaite historique du sexe féminin, qui n'a vraisemblablement jamais eu lieu. Il n'y a pas eu de renversement plus ou moins tardif d'un matriarcat initial. Alors j'ai regroupé là tout ce qui constituait une réfutation directe du schéma marxiste traditionnel. Mais évidemment, se pose le problème de ne pas en rester là et de proposer une autre explication à partir du matériel ethnologique et archéologique accumulé. Alors, que dit ce matériel, justement? Eh bien, il dit deux choses essentielles. D'abord, c'est qu'il existe une grande variabilité de la situation des femmes ou des rapports entre les sexes, même sur la base d'un type commun d'économie ou de société. Les rapports entre les sexes semblent très largement autonomes par rapport au niveau technique, au type d'environnement, au type de subsistance, etc. Autrement dit, il n'y a pas de détermination directe des rapports entre les sexes par le type d'économie. Qu'on identifie une économie communiste domestique comme le faisait Engels ou autre. Deux exemples parmi bien d'autres dont j'ai parlé, les Barouya et les Selknam, eh bien ces gens-là ont des voisins qui ont un mode de vie extrêmement semblable au leur et où les rapports entre les sexes sont passablement différents. Deuxième point essentiel, c'est que au-delà donc de là j'ai mis l'accent sur l'aspect variation, eh bien au-delà de ces variations, il existe une double constante qu'on retrouve absolument partout. La première de ces constantes, c'est que dans toutes ces sociétés, les hommes et les femmes occupent des sphères sociales nettement séparées, ce qui les situe aux antipodes de notre conception moderne de l'égalité des sexes. Alors pour essayer d'imaginer la manière dont les sociétés primitives voient les choses, je crois qu'on peut tout simplement avoir en tête ce que nous-mêmes appelons en la matière le traditionnalisme, qu'il s'agisse du traditionnalisme, je ne sais pas moi, des hindous, de l'islam, ou même simplement de nos braves campagnes françaises. Et dans cette conception traditionnaliste, les hommes et les femmes, ce sont deux choses différentes. Voilà, c'est tout. Chacune a ses métiers et ses activités réservées et propres. Chacun a ses propres vêtements, ses propres comportements qui sont jugés convenables, etc. Chacun même peut avoir ses propres savoirs, y compris ses propres pratiques religieuses et dans certaines sociétés primitives, d'ailleurs, sa propre langue même. Eh bien, une caractéristique générale des sociétés primitives, c'est qu'elles poussent ce principe extrêmement loin, quand bien même les femmes occupent une position favorable. Ça n'a rien à voir avec le degré d'oppression des femmes. Et par exemple, chez les Iroquois, où les femmes sont connues pour occuper une position éminente, eh bien, les hommes et les femmes vivaient des vies à peu près séparées et ne se rencontraient, pour ainsi dire, que la nuit. Et ça se manifestait, y compris dans les occasions festives, dans les occasions religieuses. Alors la deuxième grande constante qu'on retrouve absolument partout dans toutes les sociétés, eh bien c'est qu'il y a une constante dans la répartition des rôles entre les hommes et les femmes, c'est que ce sont les hommes qui ont la main mise sur ce que je qualifierais avec un soupçon d'anachronisme, le complexe militaro-industriel. Sans aucune exception connue, ce sont eux qui possèdent le monopole des meilleures armes, de la chasse au gros gibier et de la guerre. Et par extension, eh bien, il est assez facile de voir que cette mainmise, en particulier des armes et de la guerre, s'étend aux fonctions politiques, c'est-à-dire à la direction du groupe, sa représentation extérieure, etc., etc. Ces fonctions sont absolument partout dominées par les hommes. Parfois, ils laissent une certaine place aux femmes, mais le plus souvent, d'ailleurs, ils ne leur en laissent aucune. Et tout à fait officiellement, la politique, c'est une affaire d'hommes. Et soit dit en passant, c'est quand même un des traits qui a perduré avec le plus de vigueur jusqu'à nos jours dans les sociétés les plus développées. Donc on se trouve face à une constante universelle modulée par une variation. La constante universelle, c'est la séparation sociale des sexes, avec l'attribution aux seuls hommes des activités liées à l'exercice de la violence. La variation concerne en particulier les droits et les prérogatives économiques des femmes. Dans certaines sociétés, les femmes sont sous la coupe des hommes sur tous les plans. À l'instar, par exemple, de ce qui se passe chez les Barouya, elles n'ont pas ou peu de droits sur la terre et sur les produits de leur propre travail.
Eh bien, dans ce type de société, les hommes cumulent tous les pouvoirs, politiques, économiques et bien souvent religieux. Ailleurs, dans d'autres sociétés, les Iroquois en sont l'exemple typique, eh bien, les femmes possèdent des positions économiques. Je rappelle, c'est elles qui possédaient les maisons, qui géraient les champs, les récoltes, etc. Et ce sont ces positions économiques qui leur permettaient de faire pièce au pouvoir politique des hommes et qui conduisaient à cette espèce d'équilibre des pouvoirs dans cette société. Alors la clé de tout cela, l'axe autour duquel s'organisent donc les mécanismes qui gouvernent les rapports entre les sexes, c'est la division sexuelle du travail. Cette division sexuelle du travail est une condition nécessaire de la domination masculine. Et ce n'est pas pour rien que les revendications féministes modernes militent pour sa disparition, dans laquelle elles voient le passage obligé vers une authentique égalité. Et c'est cette condition nécessaire de la domination masculine, eh bien elle s'est changée partout ou virtuellement partout, dans une majorité d'endroits, en conditions suffisantes du fait du monopole exercé par les hommes sur la force organisée et par extension sur la direction politique de la société. Alors cette explication soulève évidemment la question de l'origine de la division sexuelle du travail et de ses modalités. Eh bien, au risque d'être accusé de me défiler honteusement, je resterai relativement évasif sur ce point parce que, pour l'essentiel, on en est réduit aux supputations. Le fait que chaque sexe soit astreint à des activités productives spécifiques et donc à fournir à l'autre sexe le produit de son travail, eh bien, c'est un trait caractéristique et unique à l'espèce humaine. On ne le trouve chez aucune autre espèce vivante, pas même chez les primates. Même si chez certains primates, on peut trouver des formes embryonnaires de ça, mais ce sont des formes embryonnaires et il n'y a aucune authentique division sexuelle du travail ailleurs que chez l'humanité. Mais par exemple, on n'a aucune idée de savoir à quel stade ça remonte. Est-ce qu'il s'agit d'un acquis très ancien du genre Homo, ou est-ce que c'est par exemple un acquis du Paléolithique supérieur qui expliquerait le succès de Homo sapiens sur Néandertal? Il y a des gens qui écrivent ça, mais en réalité, on a extrêmement peu d'indices pour le savoir. Alors l'autre grand point d'interrogation, c'est les raisons pour lesquelles, au sein de cette division sexuelle du travail, ce sont partout et toujours les hommes qui se sont arrogés le monopole de la violence, des armes, de la chasse, etc. Alors il y a une explication traditionnelle, c'est l'explication naturaliste. C'est parce que les femmes sont par nature, alors en raison, rayer les mentions inutiles, des grossesses, de leur musculature inférieure, de leur déficit en testostérone, etc., etc. Eh bien, voilà, parce que les femmes, donc pour un certain nombre de raisons, étaient incapables de chasser ou de se battre, ou que ça aurait handicapé la survie du groupe, etc., etc. Alors, dans les dernières décennies, il faut savoir que ces explications ont été abondamment critiquées et en réalité, elles sont quand même assez largement tautologiques et en tous les cas, c'est certain, elles ne rendent pas compte de toute la réalité. Alors là non plus, je ne rentrerai pas dans les détails. Ma position est un peu, mi-chèvre, mi-chou. Je pense que si ces explications naturalistes n'expliquent effectivement pas tout, elles contiennent quand même certainement une part de vérité. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Alors, toujours est-il que si les causes originelles de la division sexuelle du travail sont donc difficiles à cerner, ses conséquences, elles, sont tout à fait claires. Partout, le monopole, je le répète, des hommes sur les armes leur a donné un poids décisif sur les décisions concernant les relations avec les groupes voisins. Et partout, les femmes ont eu tendance à devenir l'enjeu des stratégies masculines. On dispose de multiples témoignages sur le fait que dès les sociétés égalitaires, les hommes ne manipulaient pas encore des richesses, mais ils manipulaient déjà des droits sur les femmes. Je l'ai illustré avec les Inuits, mais on pourrait en dire tout à fait autant des Selknam, des Australiens, etc., et de toutes ces sociétés-là. Alors, qui plus est, cette situation mettait les femmes, en plus, en situation de subir de manière défavorable les évolutions ultérieures, en tous les cas, certaines évolutions ultérieures. Lorsque la sédentarité et le stockage firent leur apparition, que les richesses commencèrent à être accumulées et utilisées dans les rapports sociaux comme moyen de paiement, eh bien les femmes devinrent, dans bien des sociétés, en plus d'opprimées qu'elles étaient éventuellement déjà, de surcroît exploitées.
Alors je parle de sociétés qui sont encore loin de posséder d'authentiques classes sociales, hein, et qui correspondent à ce qu'on appellerait aujourd'hui le néolithique. Eh bien, on sait aujourd'hui de manière certaine que le modèle iroquois, où les femmes possédaient des droits étendus sur les maisons, les champs et les récoltes, etc., et qui fondaient leur statut élevé, eh bien, ce modèle iroquois est très loin d'être universel. Dans la plupart de ces sociétés néolithiques, au contraire, les femmes avaient des droits beaucoup plus restreints sur leur production et une place beaucoup moins enviable dans la société. Avec les esclaves, elles furent sans doute parmi les premières, enfin je dis sans doute, sans aucun doute, parmi les premières à voir leur travail systématiquement capté par d'autres. Et une figure bien connue de l'ethnologie de maintes sociétés néolithiques, ce sont ces riches hommes possédant quelques esclaves et plusieurs femmes, et dont la puissance économique est au fondement de leur puissance sociale. Alors avant d'en finir sur ce point, je fais une dernière remarque, qui est que si la division sexuelle du travail et le monopole de la violence par les hommes représentent, comme je le pense, la clé des rapports entre les sexes dans les sociétés primitives, eh bien, tout ce qu'on a pu observer en ethnologie, c'est-à-dire dans des sociétés contemporaines, est corroboré par l'archéologie. On ne connaît aucune découverte archéologique qui contredise l'existence d'une division sexuelle du travail, ni qui contredise la règle selon laquelle ce sont les hommes qui détenaient la totalité ou l'essentiel des armes les plus létales. Et donc, on est tout à fait en droit de penser que ce qui vaut pour ces sociétés primitives actuelles valait pour les sociétés préhistoriques, et que les mêmes causes ont produit les mêmes effets, ou plus exactement, la même gamme, le même ensemble d'effets. Alors, pour finir, eh bien, je voudrais conclure sur le fait que la compréhension des sociétés primitives, des origines et des mécanismes de l'oppression des femmes, éclaire notre propre société, et inversement. Tout le monde le sait, la revendication du mouvement féministe moderne se résume dans la formule « égalité des sexes ». Mais dès qu'on réfléchit un petit peu à ce que ces mots recouvrent, eh ben on se rend compte qu'en fait, plutôt que de parler d'égalité, il serait beaucoup plus juste de parler d'identité ou d'indifférenciation des sexes. Je parle évidemment des rôles sociaux et pas de biologie. Parce que cette égalité des sexes modernes, eh bien, c'est l'idée que les individus devraient posséder, indépendamment de leur sexe, non seulement les mêmes droits, les mêmes salaires, mais aussi les mêmes opportunités sociales, les mêmes occupations, la même liberté de goût, etc., etc. L'idéal de l'égalité des sexes, c'est un idéal social dans lequel toute forme de division sexuelle ou sexuée de la société aura disparu. Or, je ne saurais trop insister sur le fait que cette idée est résolument et totalement moderne. Elle n'a jamais germé dans aucun cerveau d'aucune société précapitaliste. Dans les centaines de sociétés étudiées par l'ethnologie, on a vu des tas de choses. On a vu des sociétés où les femmes étaient opprimées, d'autres où leur pouvoir équilibrait ceux des hommes. On a vu des femmes résignées ou soumises, d'autres qui refusaient le sort qui leur était fait. On a vu des femmes qui résistaient en s'enfuyant, d'autres qui s'échappaient en se suicidant, d'autres encore qui se vengeaient des hommes en les faisant tuer ou en les tuant elles-mêmes. Et dans certaines sociétés, on a aussi vu des femmes agir collectivement pour se faire respecter. Mais nulle part, dans aucune d'entre elles, on n'a jamais vu quiconque, homme ou femme, imaginer et revendiquer que la société devrait faire une place identique aux deux sexes. Jusqu'à la société moderne, c'est-à-dire la société capitaliste, cette idée était tout simplement impensable. Alors, il suffit, je crois, de posséder une once de matérialisme pour comprendre qu'il n'y a là, évidemment, aucun hasard. L'idéal moderne de l'égalité des sexes n'est pas une idée apparue par génération spontanée ou tombée de la sphère céleste. Tout au contraire, elle est le produit d'un déterminisme issu des profondeurs des structures économiques. Cette idée ne pouvait germer que dans une société dont les mécanismes avaient déjà établi une certaine forme d'égalité des sexes dans la réalité elle-même. Et pour mieux me faire comprendre, si vous me le permettez, je vais citer un passage de Marx à propos du travail. Comme il est un petit peu long et touffu, vous pouvez le lire en même temps que vous l'écoutez, le lire sans l'écouter, l'écouter sans le lire, enfin c'est vous qui voyez. Donc ce passage de Marx, ce qui empêchait Aristote de lire dans la forme valeur des marchandises que tous les travaux sont exprimés ici comme travail humain indistinct et par conséquent égaux, c'est que la société grecque reposait sur le travail des esclaves
et avait pour base naturelle l'inégalité des hommes et de leur force de travail. Le secret de l'expression de la valeur, l'égalité et l'équivalence de tous les travaux, parce que, et en tant qu'ils sont du travail humain, ne peut être déchiffré que lorsque l'idée de l'égalité humaine a déjà acquis la ténacité d'un préjugé populaire. Mais ceci n'a lieu que dans une société où la forme marchandise est devenue la forme générale des produits du travail, où par conséquent le rapport des hommes entre eux comme producteurs et échangistes de marchandises est le rapport social dominant. Eh bien, je crois que ce que dit là Marx à propos du travail humain s'applique très directement à la question de l'égalité des sexes. L'idée de l'égalité humaine, je paraphrase la citation, l'idée de l'égalité humaine acquiert la force d'un préjugé populaire dans une société où la forme marchandise est devenue la forme générale des produits du travail. Eh bien donc, c'est seulement dans une société qui compare chaque jour les produits et les travaux de l'ensemble des êtres humains, hommes ou femmes, au moyen d'un étalon unique, c'est-à-dire l'argent, que pouvait et que devait nécessairement apparaître l'idée que ces travaux étaient de même nature, et que par conséquent étaient aussi de même nature ceux qui les accomplissaient, qu'ils appartiennent à un sexe ou à l'autre. Lorsqu'elle a fait son apparition dans la nuit des temps, la division sexuelle du travail a sans aucun doute constitué un progrès majeur pour l'humanité. Elle était le premier pas sur une longue route qui l'a amené à pousser toujours plus loin la division sociale du travail et du coup à augmenter la productivité, à satisfaire des besoins matériels plus nombreux et à accroître son indépendance par rapport aux aléas du milieu. Mais corrélativement, ce progrès était donc porteur de l'infériorisation d'un sexe par un autre. Cette infériorisation, même si ses modalités ont considérablement varié selon les lieux et les époques, a perduré aussi longtemps que l'organisation économique n'est pas venue en saper les fondements. C'est l'apparition puis la généralisation de la marchandise et de la monnaie, cette incarnation du travail humain abstrait, qui a fait germer cette idée inouïe qu'il pourrait ne pas exister des travaux masculins et des travaux féminins, côte à côte car de nature différente et irréductibles l'une à l'autre, mais un seul et même travail humain effectué indistinctement par des individus des deux sexes. En instaurant dans les faits la valeur, cette mesure asexuée des produits du travail comme de la force de travail elle-même, la société marchande plantait la graine qui allait germer sous la forme de la revendication de l'égalité des sexes. Alors il en va de l'égalité des sexes comme de bien d'autres questions sociales. Le capitalisme ne l'a pas réalisée et il en est probablement incapable. Mais il a joué un rôle révolutionnaire sans précédent en créant pour la première fois dans l'histoire humaine les conditions de cette réalisation et en permettant du même coup à cet idéal de prendre corps. La différenciation sociale des sexes, qui est née en tant que forme la plus élémentaire de la division sociale du travail, est donc vouée à disparaître sous l'action des progrès de cette même division sociale du travail et de l'organisation économique qui lui correspond. Alors je conclurai en soulignant que ce sont donc bel et bien les structures économiques les plus profondes qui fondent en dernière analyse le cadre général des rapports entre les sexes, même si cette détermination n'est pas celle que les fondateurs du marxisme avaient cru pouvoir établir sur la base de la documentation parcellaire dont ils disposaient. De la confrontation avec un siècle de progrès en ethnologie, et ça sera mon mot de la fin en forme de clin d'œil, le marxisme sort pour une large part caduque quant à sa lettre, aucunement quant à son esprit. J'ai particulièrement apprécié votre analyse parce que vous avez su prendre le recul par rapport à une vision marxiste, mécaniste, qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de domaines, où on établit un lien très étroit entre le progrès technique, le niveau de développement et ce qui se passe au niveau des superstructures, au niveau des rapports entre sexes. Et je dirais, moi, c'est plus une observation ou une illustration de votre conclusion que je partage pleinement. Il n'est qu'à voir que dans toutes les sociétés capitalistes avancées, je ne suis pas en train de faire un plaidoyer en faveur des sociétés capitalistes, mais on constate qu'en même temps que se développe le travail salarié féminin, que les femmes ont la possibilité d'accéder au travail. Donc on voit bien que ce que vous disiez de façon très concrète cette fois-ci, le développement du travail féminin, mais un travail féminin salarié, qui finalement est assimilable, pas toujours, mais souvent, à un travail masculin, même s'il y a encore de fortes inégalités, c'est un élément de libération de la femme. Pas suffisant, mais il y contribue. Je dirais de façon aussi très technique, et peut-être n'avez-vous pas beaucoup insisté ou pas eu le temps d'insister,
quand, avec le progrès technique, les femmes deviennent maîtresses de leur sexualité et de leur fécondité, on a là aussi un élément de libération des femmes. Et on voit bien, même si le lien qui peut exister entre l'état des techniques, le niveau de développement des forces productives ne peut pas être un lien mécaniste, mais il y a bien une relation, je dirais un peu comme en science, il n'y a pas forcément un déterminisme scientifique, il peut y avoir un déterminisme statistique, toute chose égale, et on voit bien cette relation, hein, ces deux éléments dans les sociétés capitalistes avancées, un progrès technique qui est constant, y compris dans la sexualité, et puis aussi le développement du travail salarié, qui est un élément de libération des femmes, même si, je termine, même s'il faut reconnaître qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, puisqu'on le sait, les inégalités entre femmes et hommes en matière de travail, notamment de rémunération, sont loin d'être comblées. Mais je dirais, on est dans une dynamique plus positive. Tu as dit qu'il y avait, en dehors de la position négationniste, c'est-à-dire la position rien n'a changé, il faut simplement relire Engels, trois autres positions. La tienne, qui est la meilleure, bien sûr, la troisième, à ton avis. La première qui est de nier tous les éléments nouveaux apportés par l'anthropologie, et la deuxième, de les reconnaître, mais de simplement les expliquer comme si c'était des effets de contact avec les sociétés extérieures. Je pense que là, tu déformes quand même un peu les contours du débat. Je prends un exemple très parlant, un auteur que tu cites en note très rapidement dans ton livre. J'ai un peu l'impression, tu cites un seul article qu'il a écrit, j'ai l'impression que tu n'as peut-être pas lu avec suffisamment d'attention l'article de Chris Harman que tu cites sur Engels et les origines de l'oppression des femmes. C'est pas du tout le cas que c'est quelqu'un qui nie tous les nouveaux éléments et qui reprend simplement le schéma de Engels. D'abord, sur la question du matriarcat, ça fait quand même... Bon, il ne faut pas exagérer quand même, ça fait plusieurs décennies que la grande majorité des marxistes qui s'intéressent à cette question ont balancé par la fenêtre l'idée du matriarcat dans le sens d'une société dominée par le pouvoir féminin. C'est vrai qu'il y a eu des marxistes qui ont soutenu ça, mais la grande majorité des marxistes sérieux qui se sont intéressés à cette question ont balancé cette histoire par la fenêtre depuis très très longtemps. Alors, se concentrer là-dessus, c'est un peu, à mon avis, déformer les enjeux du débat. Harman, par exemple, dans son article, propose une version révisionniste du schéma de Engels. C'est pas simplement le même schéma en niant les éléments nouveaux. Par exemple, sur la question sur laquelle toi tu voulais pas te prononcer sur la question de la division sexuelle du travail, qu'il reconnaît comme une constante transhistorique, il propose des hypothèses. Bon, après on peut dire que les hypothèses ne tiennent pas la route, etc. Mais c'est pas simplement une négation de cette réalité. Et il s'appuie sur d'autres anthropologues, en partie certains que tu cites et d'autres que tu ne cites pas. Surtout, il s'appuie sur le travail de Richard Lee. Donc, donc il n'y a pas simplement la position on met la tête dans le sable et on nie tout ce qui se passe et on répète Engels. Bon, donc ça c'est juste pour un peu pour resituer le fait que le débat est un peu plus complexe que tu l'as décrit. Deuxième, mais la question que je voulais te poser, c'est bon. Je voudrais que tu reviennes un peu plus sur la fin, parce que moi, ce que j'ai compris de ton exposé, et c'est tout à fait une hypothèse tout à fait crédible, enfin, on peut en débattre, c'est qu'en fait, il n'y a aucun lien, ni au niveau des forces productives, ni au niveau des rapports de production, avec la question de la position de la femme dans les sociétés précapitalistes. Aucun lien. Aucun déterminisme ou même médiation ou influence médiée, etc. Bon, on peut effectivement tirer cette conclusion et c'est tout à fait légitime d'en débattre. Mais il faut reconnaître que ce qu'on est en train de dire, c'est que d'un point de vue marxiste, il n'y a rien à dire. Il n'y a aucune explication proprement marxiste pour ce phénomène. Et on peut l'étendre à d'autres phénomènes aussi.
Par exemple, la question de l'État ou le pouvoir militaire. Il y a toute une école néo-weberienne anglophone qui veut nier que le marxisme ait quoi que ce soit à dire sur la question du pouvoir militaire ou de l'État, les puissances de l'État dans les sociétés précapitalistes. Mais il faut le dire, il faut l'assumer, il faut dire, voilà, moi je suis marxiste pour le capitalisme et le communisme éventuellement, mais pour le précapitalisme, bon, ça n'explique pas grand-chose. Alors, je voudrais comprendre en quoi, toi, ton alternative, à part le fait que, bon, une fois le capitalisme arrivé, les femmes pourraient s'émanciper sur la base de la productivité, etc., etc. Qu'est-ce qui est proprement marxiste dans ta vision de ces phénomènes-là dans les sociétés précapitalistes? Moi, j'ai pas compris quel concept marxiste tu voulais mobiliser. Ou peut-être que tu penses simplement qu'il faut mettre en parenthèse les concepts marxistes quand on en vient aux sociétés précapitalistes. Oui, je suis évidemment d'accord. J'ai évidemment pas parlé de tout, et en particulier effectivement des aspects liés à la libération sexuelle qui sont à mon avis compliqués en réalité, parce que le progrès technique est une chose, mais enfin la manière dont la société va vous permettre d'utiliser ou pas le progrès technique, etc., quand même intervient. C'est un peu la même chose d'ailleurs pour les progrès du salariat, hein. C'est vraiment cette affaire-là, le verre d'eau à moitié plein ou à moitié vide, hein, parce que en même temps il y a une vraie progression du salariat féminin et incontestablement par ce biais-là une certaine autonomie, mais comment dire, il n'y a pas que des inégalités de salaire, hein. Même la division sexuelle du travail, elle perdure, les emplois sont pas les mêmes, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses, hein. Donc encore une fois, moi je réinsiste, j'aurais beaucoup à redire des trucs que j'ai déjà dit, parce que c'est pas toujours facile de se faire comprendre, hein, mais comment dire, je ne dis pas que le capitalisme a amélioré la situation des femmes. Je pense que un tel degré de généralité veut pas dire grand-chose. Oui, dans certains pays capitalistes, etc. Mais en tous les cas, il a posé pour la première fois, il a permis qu'émerge la revendication de l'égalité des sexes. C'est ça que je dis. C'est pas tout à fait pareil. Alors, j'en viens maintenant à la longue intervention, mais qui pose tous les problèmes importants. Alors, le premier problème, c'est qu'on se comprend pas. C'est que quand je dis quelque chose, tu en comprends une autre, ou quand toi, ou j'ai mal compris ce que tu as dit, mais voilà, quelque part, on ne se comprend pas. Comment dire, je vais commencer par la thèse du matriarcat où les femmes domineraient les hommes. Tu me dis, ça fait plusieurs décennies, faut arrêter avec ça, ça fait plusieurs décennies que les marxistes ne le défendent plus. Mais ils l'ont jamais défendu. Je l'ai dit, c'était la thèse de Barhofen. Engels a trouvé ça évidemment pas acceptable. Donc moi, si je parle de la thèse du matriarcat primitif en précisant que c'est un mot qui veut des fois tout dire et rien dire, c'est bien en précisant que le marxisme n'a jamais fait sien. J'ai jamais vu, moi, de marxiste expliquer qu'il y avait eu un stade où les femmes avaient dominé les hommes, etc. Qui ça? Ouais, c'est même pas ça qu'elle dit vraiment. Enfin, je pense que c'est un peu méchant, même avec Evelyn Reed, de lui faire dire ça. Elle a dit que les femmes étaient, disons, à l'avant-garde d'un certain nombre d'innovations, etc. Mais elle voyait pas ça comme... Enfin bon, voilà. Bon, enfin bref. Mais donc, évidemment, s'il m'arrive d'échapper le mot de matriarcat primitif à propos de la thèse de Engels, c'est dans son sens... égalité primitive des sexes, et je rappelle, prééminence des femmes, place, enfin je ne me rappelle plus des termes exacts, place éminente, etc., etc. Voilà, situation non seulement libre, mais fort considérée. Voilà, hein. Je dis ça parce que, comprenez, il faut mettre ça après en regard avec ce qu'on voit chez les Barouillas, chez les Selknam, chez les Australiens. Sinon, de quoi on discute, hein, bon. Alors, Leacock et Harman, je ne sais pas si j'ai mal lu Harman, mais je crois que tu n'as surtout mal entendu ce que j'ai dit enfin, j'ai pas parlé de Harman, mais la thèse numéro 2, enfin voilà, la position numéro 2. Oui, bien sûr, ce courant reconnaît qu'un certain nombre de choses ont vieilli chez Engels et l'écrit. Et j'ai dit, Leacock, elle a cet immense mérite d'avoir, parce que Lee a quand même assez peu écrit. Lee a écrit sur les Bushmen, il a peu écrit sur d'autres sociétés. Leacock a écrit sur d'autres sociétés. Mais donc, ces gens-là, oui, ont fait l'effort, tout en essayant, enfin tout en restant marxiste, d'essayer de se colter avec ce que l'anthropologie avait découvert. Et ces gens-là ont écrit effectivement noir sur blanc que Engels et Morgan étaient dépassés sur un certain nombre de questions.
sur un certain nombre de questions, celles qui touchent essentiellement à la parenté. Mais sur le fait que la domination masculine était un produit tardif de l'histoire humaine, et sur le fait que les observations qu'on avait faites de domination masculine dans des sociétés primitives étaient des artefacts de l'observation, là-dessus, ils ont jamais voulu... alors, à tort ou à raison, après, chacun se fait son opinion, mais je ne leur prête pas des idées qu'ils n'ont pas eues. Leacock écrit de la première à la dernière ligne de son œuvre pour défendre l'idée que la domination masculine, c'est un produit tardif de l'histoire. Elle a raison ou elle a tort, mais c'est ça qu'elle dit. Elle dit Engels s'est gouré sur tout un tas de trucs, mais là-dessus, il faut rester engelsien. Alors, où est le marxisme dans ce que j'ai expliqué sur les sociétés primitives ? Le marxisme sur les sociétés primitives, c'est pas toujours évident. Les forces productives, on voit assez bien ce que c'est dans les sociétés primitives. Les rapports de production, c'est plus facile à dire qu'à décrire. Parce que je rappelle quand même qu'au départ, les rapports de production, c'est censé décrire et analyser la manière dont se partage le surproduit, le produit de l'exploitation. Quand vous êtes dans des sociétés où il n'y a pas de surproduit du tout, où il y en a un petit mais qui, voilà, etc. Personnellement, je ne connais personne qui ait réussi à faire une vraie typologie marxiste de ce qui se passait dans là. Il y a eu des essais, il y a eu des choses, il y a eu des choses fragmentaires, mais une vraie typologie qui nous dise, voilà, on peut parler de rapport de production dans les sociétés primitives pour telle et telle raison et faire tel gros groupement. Moi, je connais pas, mais je suis preneur. Hein. Si quelqu'un l'a fait et que c'est bien, je suis tout prêt à le lire. Alors, en quoi je suis marxiste ? Je fais ce que je peux. J'essaye d'expliquer à la fois ce qui varie et ce qui est constant par les structures économiques profondes des sociétés. Voilà. J'essaye d'un côté d'expliquer pourquoi l'idéal de l'égalité des sexes est né sous le capitalisme et pas dans une autre société. Et d'un autre côté, pourquoi on peut avoir sur une même base économique des rapports aussi différents entre les sexes d'une société à l'autre, etc. Et il me semble que le fait que la division sexuelle du travail soit aussi saillante dans les sociétés primitives, c'est ça qui en même temps explique un peu les points communs et explique aussi le côté un peu arbitraire des différences. Je développe ça un petit peu plus longuement dans le bouquin. Et quand vous n'avez pas de mécanisme économique comme peut être la loi de la valeur, qui compare la valeur des travaux féminins et des travaux masculins, etc., vous trouvez des sociétés où, sur la base de la même division sexuelle du travail, vous faites 50 km. Dans une société, les travaux féminins sont valorisés, on dit c'est bien ce qu'elles font, etc., etc. Et 50 km plus loin, ce que font les femmes, non, c'est rien, c'est caca, tout le monde pourrait le faire, etc. Je pense qu'on ne peut pas expliquer... il y a un aspect contingent dans cette affaire-là, qui me semble, sur lequel on bute. Par contre, ce qui explique que ça puisse varier comme ça, je crois, c'est cette scission de ces sociétés-là selon les sexes qui vient, je le crois, de l'état des forces productives, justement, qui fait de la division sexuelle du travail la division majeure de ces sociétés. Voilà en quoi j'essaye d'être marxiste sur le sujet. Alors après, chacun se fait son opinion sur le résultat. C'est pas... Tu dis à 50 km de distance, donc dans des conditions à peu près identiques, on trouve parfois des situations très différentes dans les rapports de sexe. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même, alors il y a ce qu'on peut dire au niveau général, l'état des forces productives, mais est-ce qu'il n'y a pas, en analysant un peu plus finement les types les types de production, est-ce qu'il n'y a pas quand même moyen d'établir quelques règles malgré tout, ou est-ce que c'est vraiment l'arbitraire le plus complet dans ce domaine ? Bon. Alors, je vais commencer par la question sur la séduction. C'est bien la première fois de ma vie qu'on me demande mon avis d'expert sur la question. Alors, vous allez vite comprendre pourquoi d'ailleurs. Mais non, dans toutes les sociétés humaines, je ne sais pas ce que j'ai pu laisser croire, mais quand je dis il y a de la violence, les hommes, mobilisent la violence, ça ne veut pas dire qu'ils tapent sur les femmes tous les jours, chaque jour, et que c'est les seuls types de rapports. Il n'y a aucune société où les rapports entre hommes et femmes ne sont faits que de violence. Je dis juste que les hommes détiennent la violence en dernière instance, et que ça leur donne une position que les femmes n'ont jamais eue, et que donc, dans un certain nombre de sociétés, ça met les femmes en situation délicate. Mais
mais voilà, après, y compris dans les sociétés les plus patriarcales, il y a des individus qui ont des sentiments l'un pour l'autre, et voilà, enfin bon. La séduction en tant que comportement individuel, pour le coup, à ma connaissance, elle existe dans le monde animal. Et ça, c'est un acquis sans aucun doute de l'évolution darwinienne. Je ne sais pas, alors là, je suis vraiment pas du tout assez calé. Est-ce que dès la reproduction sexuée, il y a forcément séduction ou est-ce que ça n'apparaît que plus tard chez certaines espèces? Alors ça, j'en sais rien du tout. Mais je pense que l'aspect séduction, il existe forcément dans toutes les sociétés humaines. Et dans bien d'autres, quoi. Alors après, par contre, ce qui change, c'est la place que c'est, comprenez, encore une fois, en Australie, vous avez des gens qui sont promis en mariage avant même qu'ils soient nés. Alors après, ils peuvent toujours essayer de séduire et de machin et trucs, mais enfin, ils sont enquillés dans des logiques, dans des droits qu'on a décidés pour eux, et eux-mêmes vont reproduire ça, etc. Alors là-dessus, les individus peuvent choisir de violer les règles, ils le font. Il y avait des gens des amants qui s'enfuyaient parce qu'il y avait des gens qui tombaient amoureux l'un de l'autre. Sauf que il fallait qu'ils courent vite, parce que s'ils se faisaient rattraper, c'était passible de la peine de mort. Quelqu'un qui prenait une épouse à quelqu'un d'autre en Australie, c'était un crime, c'était un des crimes qui motivait la peine de mort. Bon, alors, mais la séduction existait, les rapports amoureux existaient, simplement la société considérait que c'était pas du tout important pour le mariage. Mais enfin, ça, comme on a connu dans aussi des tas d'autres sociétés. Je ne sais pas si je réponds à votre question ou pas, mais je fais de mon mieux. On en recausera au besoin. Alors, pour répondre à la question de la présidente de séance, oui, tout n'est pas que contingence et il y a certaines choses sur lesquelles on est arrivé à trouver un certain nombre de régularités. Alors là aussi, j'ai insisté sur, évidemment, en disposant du temps dont je disposais, j'ai insisté sur les grands traits et j'ai pas peint les détails. Alors, en particulier, moi je crois qu'il y a une détermination qui marche assez bien. Alors rien ne marche de façon systématique, mais un certain nombre de choses marchent du point de vue statistique. Alors d'ailleurs, c'est assez... les anthropologues anglo-saxons sont extrêmement friands de statistiques et donc il y a des bouquins entiers qui sont sortis pour croiser le statut des femmes ou la forme de famille ou le type de transmission d'appartenance clanique avec absolument tout ce qu'on pouvait et des tests de qui-deux dans tous les sens, etc. Donc ça a été fait. Voilà. Alors avec la difficulté que le codage des données au départ est toujours un petit peu difficile. Alors il y a une régularité qui marche quand même très bien. C'est que quand vous avez des peuples guerriers, mais guerriers à l'extérieur, des peuples qui font la guerre chez les autres, et ben chez ces peuples-là, à tous les coups, ou presque, les femmes ont des positions éminentes. Pour une raison simple, c'est que quand les hommes sont pas là, c'est elles qui s'occupent de tout. Et chez les Iroquois, c'était le cas typique. Les Iroquois étaient un peuple de rapineurs et de... Vous savez, parce que quand on lit l'origine de la famille, ils sont vraiment gentils, les Iroquois. Ils étaient démocrates, ils étaient égalitaires, ils étaient sympathiques, etc. Mais enfin, à côté de ça, ils passaient leur temps à faire des guerres de capture. Ils ramenaient donc des gens, ils allaient faire 200, 300, 500 kilomètres pour aller comme ça. Puis c'était pas la guerre à la loyale. Enfin, je sais pas si ça existe, mais enfin, c'était pas tout le monde se salue. Messieurs les Hurons tiraient les premiers, etc. Là, on arrivait de nuit, hop, le but c'était de capturer 20, 30, 50 personnes et de ne pas avoir un seul blessé. Et le bon capitaine de guerre, c'était celui qui faisait ça. Ceux qui pouvaient, après, on rentrait à marche forcée, ceux qui pouvaient pas suivre, on les zigouillait sur place. Et alors, donc, dans ceux qui rentraient, on faisait 3 groupes. Une partie, on les adoptait pour combler les rangs, en particulier les Iroquois avaient le gros problème des maladies infectieuses apportées par les Européens là, qui clairsemaient leurs rangs. Donc une partie était adoptée, mais enfin une deuxième partie était réduite purement et simplement en esclavage. Les Iroquois avaient des esclaves. Et une troisième partie, on les torturait gaiement pendant 3 jours à petit feu, et c'est au sens strict du terme, parce que c'était ça la torture. Et ceux qui vraiment s'étaient pas plaints pendant les 3 jours et qui avaient supporté les tortures en riant, et ben à la fin on les bouffait parce que voilà. Donc voilà les douces mœurs iroquoises. Et ben les Iroquois, justement du fait que les hommes faisaient la guerre au loin, c'est un peuple de tradition guerrière, et ben c'est
largement ça qui explique la position que prenaient les femmes. Et on retrouve ce trait-là dans bien des sociétés, en Afrique de l'Ouest, etc., etc., là où les hommes sont occupés au loin à des expéditions guerrières ou parfois commerciales. Il y a un peuple dont je parle dans le bouquin sur l'île de Sumatra. Alors, les hommes ne faisaient pas spécialement la guerre, mais voilà, les jeunes gens partaient au loin pendant des mois, des années, etc., pour se faire un nom, pour faire des sous, etc. Et donc les femmes possédaient, pareil, les chanderies, les maisons, y compris les buffles, ce qui est quand même un truc extrêmement rare. Voilà. Et donc voilà une des règles qui marche. Mais à côté de ça, il y a des tas de situations. Je reparle des Selknam. Les Selknam avaient deux voisins, deux peuples qui étaient exactement du même niveau technique, qui vivaient exactement dans le même milieu. Enfin, il y en a qui étaient chasseurs maritimes, les autres étaient chasseurs terrestres. Mais enfin, voilà, c'est tout. Et qui ignoraient... Enfin, il y avait un peuple où ils avaient les mêmes cérémonies, mais où les femmes, un peu de confiance, ou etc., elles étaient admises. Et puis le troisième peuple, carrément, à la cérémonie, pas de problème, on faisait venir des femmes. Et c'était la même religion qui se déclinait donc dans une version extrêmement misogyne et dans une version, peu misogyne. J'allais dire gentiment misogyne, mais je vais éviter quand même. Voilà. Donc voilà une des déterminations qui fonctionne, mais... Voilà. Je trouve l'exposé très riche du point de vue aussi des connaissances ethnologiques qui sont mobilisées. Et pour dire les choses délibérément, de façon un peu naïve, disons que dans un premier temps, on peut juger l'exposé décevant, eu égard à une certaine conception du lien naturel ou supposé entre lutte de classe, lutte sociale d'un côté et lutte féministe de l'autre. Alors ma remarque, c'est de me dire qu'à l'inverse, dans un second temps, ce que vous dites me semble très intéressant du point de vue des luttes féministes, justement, et de leur articulation aux luttes sociales et politiques. Parce que, si j'ai bien compris, il y a finalement une double dimension qui coexiste au cours de l'histoire avec cette dimension de la domination des femmes et la question de la domination et de l'exploitation du travail, et que ces deux réalités-là ne se recouvrent pas. Ce qui veut dire que les luttes des deux côtés ne se recouvrent pas non plus, et qu'il y a donc une spécificité, ce qu'on sait historiquement de fait, des luttes féministes. Mais plus encore, il me semble que, compte tenu de ce que vous avez dit à la fin sur la question du capitalisme et la montée, non pas de l'égalité réelle, mais d'une revendication d'égalité, accompagnée de progrès ici ou là, effectivement, que là, ça permet aussi de mieux penser ce qui souvent a été pensé soit comme une réduction, je veux dire par là, les luttes féministes étant vues simplement comme un appendice de conquête sociale, et à partir du moment où on lutte pour le communisme, il va de soi qu'on obtiendra l'égalité des sexes. Donc c'est pas ça, c'est pas non plus l'opposition des deux, où les luttes féministes apparaîtraient comme priorité ou quelque chose de secondaire à l'inverse, mais en tout cas on déconnecterait ces deux aspects. Il me semble qu'en vous écoutant, on peut relier les deux justement en les pensant comme deux dimensions de deux combats égalitaires qui sont à la fois complètement associés, mais néanmoins qui restent distincts. C'était ça que je voulais vous soumettre comme question politique, disons, des enjeux politiques de ce que vous avez dit. Je n'ai pas lu, j'ai vu que Emmanuel Todd avait sorti récemment donc comment il appelle ça, des systèmes familiaux. C'est pas Atlas, c'est plus. Je me rappelle plus du titre, mais voilà, un énorme bouquin sur l'origine des systèmes familiaux. En réalité, alors je ne l'ai pas lu, je l'ai feuilleté et j'ai écouté Emmanuel Todd en parler. Bon. Sur la base de ce que j'ai vu, lui-même n'est pas anthropologue et lui-même arrête ses recherches, à la naissance des sociétés historiques. Donc lui, il dit que ses travaux l'amènent à reconstituer les formes familiales d'il y a, disons, 5000 ans, jusqu'en moins 3000. Enfin, à la louche, encore une fois, il faudrait regarder de près ce que je n'ai pas fait, etc. Son bouquin commence par un chapitre sur l'anthropologie, mais où donc lui-même ne prétend pas apporter quoi que ce soit et dit, en gros, voilà ce que l'anthropologie dit sur la question. Par contre, le point de vue qu'il a choisi de défendre me semble hautement contestable. C'est-à-dire que lui, sa thèse, si je l'ai bien compris encore une fois, c'est de dire, en fait, à l'origine de toutes les formes familiales, etc., il y en a une, la famille nucléaire, c'est-à-dire papa, maman, les enfants. Voilà. Et donc, ensuite, il y a eu éventuellement des branches collatérales, etc., mais voilà la forme de famille originelle. Encore une fois, ses propres travaux originels pour les sociétés à écriture. Et puis en se basant sur l'anthropologie, il fait dire à l'anthropologie que l'anthropologie appuierait ce point de vue.
l'anthropologie n'appuie pas spécialement ce point de vue. Certains anthropologues appuient ce point de vue. Alors ça, c'est un vieux débat. C'est le débat, justement, d'ailleurs, qui remonte à l'époque de Barophone. Vous avez en gros il y a un double débat à l'époque, dès la naissance de la discipline. C'est l'humanité est-elle née, ce qui serait quand même assez scandaleux, vous l'avouerez, pour des gens de bonne moralité, est-elle née d'une promiscuité primitive ? Et ça, qui est la thèse donc de Barophone, de Morgan, etc., ça passait pas. Il y a quand même tout un tas de gens, l'idée que quand même que Dieu avait laissé faire un truc pareil, c'était quand même assez scandaleux. Et donc très rapidement, il y a eu la thèse inverse. Non, monsieur, l'humanité n'est pas née de la promiscuité primitive, l'humanité est née sous forme de la famille nucléaire. Okay, voilà. Et ça a discuté de ça, bon voilà. Et puis l'autre débat, c'était l'humanité est-elle apparue sous la forme du matriarcat ou du patriarcat? Et là-dessus aussi, dès le début de la discipline, etc. Alors pour aller vite, je ne sais pas quels sont les éléments qu'Emmanuel Todd apporte pour les sociétés historiques. J'ai pas d'opinion dessus, je ne sais pas du tout si c'est solide ou pas solide. Son digest que j'ai parcouru de l'anthropologie me semble hautement contestable, avec un argument extrêmement simple, vous comprenez. Ils vous trouvent, ces gens-là, des sociétés de chasseurs-cueilleurs égalitaires où il y a les familles nucléaires. Exemple, les Inuits, les Bushmen. Entre autres, il y en a d'autres, mais voilà. Et ils vous disent, voyez bien, c'est des familles nucléaires. Ah oui, d'accord. Enfin, il y a aussi d'autres sociétés de chasseurs-cueilleurs égalitaires où on est polygame. Exemple, l'Australie. Enfin, en tous les cas, certaines nombreuses régions de l'Australie. Et polygame, pas à la petite semaine, si j'ose dire. Un bon Australien du Nord, il pouvait finir avec 10 femmes, 15 femmes, voire, je l'ai dit dans le topo, 29 femmes, record absolu. Alors, certains, la plupart évitent même d'en parler. Donc voilà, les chasseurs-cueilleurs sont de familles nucléaires. Exemple, les Bushmen, les Inuits. Pouf, chapitre suivant. C'est quand même un petit peu dérangeant. Et puis quand ils acceptent quand même de vous parler de la polygamie, ils vous disent « Oh, mais la polygamie, c'est jamais qu'une famille nucléaire où il y a plusieurs femmes. » Ah bah oui, d'accord, mais enfin, à ce tarif-là, on s'arrange avec n'importe quoi. Et moi, je peux vous dire que la famille universelle, c'est la famille polygame. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que les familles nucléaires ne sont jamais que des familles polygames où il n'y a qu'une seule femme. Enfin, vous voyez, c'est bon. Donc, je ne crois pas qu'il y ait une forme de famille originelle. Enfin, en tous les cas, plus exactement, je crois qu'on ne peut pas dire avec le matériel objectif dont on dispose. Bon, je sais qu'il y a des recherches en ce moment d'une autre nature, je les mentionne dans le bouquin, mais qui partent de l'ADN mitochondrial, etc. Et il y a des travaux qui tendent à montrer, pour l'instant, que Sapiens aurait largement été polygame, en réalité. Mais voilà, pour autant qu'on le sait, vu le matériel dont on dispose, mais si on a une réponse, on l'aura par ce biais scientifique-là, on ne l'aura pas par l'anthropologie, parce que là où l'horizon de l'anthropologie s'arrête, on tombe sur des peuples avec différentes formes de famille. Voilà. Bon. Alors, j'en viens maintenant à la question de l'articulation des luttes. Alors, clairement, j'avoue là aussi, peut-être pas mon incompétence, mais on sort de mon sujet. Moi, j'ai pas voulu faire un livre sur comment s'articule aujourd'hui dans le capitalisme la lutte pour le féminisme et la lutte pour l'abolition, enfin le renversement du capitalisme. J'ai mes petites idées là-dessus, mais justement des petites idées et pas quelque chose. Voilà. Moi, j'ai fait un bouquin sur comment ça avait pu être dans le passé, ce que le marxisme avait dit jusque-là d'un certain nombre, enfin ce que différents marxistes avaient dit jusque-là des sociétés primitives, et du coup d'ailleurs ce qu'on peut voir par contraste en quoi notre société a brisé un certain nombre de traditions millénaires et voilà, et en quoi elle a permis de poser les problèmes d'une manière complètement nouvelle. J'ai peur de devoir prudemment ne pas trop m'avancer plus avant sur la suite, ou pour dire des banalités. Enfin moi, ceux qui connaissent mes opinions, elles sont pas secrètes, le savent. Je me considère comme communiste. Je suis convaincu que l'avenir de l'humanité tient dans une société où on aura à la fois abattu le capitalisme, érigé une autre forme d'organisation sociale et établi donc une vraie
égalité des sexes au sens moderne du terme, hein, pas à l'iroquoise avec les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et tout le monde serait considéré pareil, mais où il y aura une vraie indifférenciation sociale au sexe. Sur le détail des voies et d'y parvenir, est-ce qu'on a des jokers sur certaines questions? Moi, voilà, sur le détail, je joue mon joker et je passe la main. Non, mais j'ai rien de spécialement intéressant à dire là-dessus. Donc, si j'ai bien compris, tu me corrigeras si je me trompe. Le niveau de développement des forces productives crée les conditions pour une division sexuelle du travail. Cette division sexuelle du travail peut donner des résultats extrêmement divers. De situations d'oppression des femmes extrêmement aggravées et, comme tu l'as admis au bout des lèvres, certaines situations de quasi-égalité ou d'équité des rôles, au niveau politique en tout cas. Après, tu dis, je ne sais pas, on ne peut pas se prononcer pourquoi il y aurait cette division sexuelle du travail dans toutes les sociétés qu'on connaît. On ne connaît pas grand-chose et toutes les théories abondent là-dessus. Alors c'est une vraie question. Pourquoi? Je comprends bien que le développement des forces productives crée les conditions pour une division du travail, mais pas forcément que cette division du travail prenne la forme d'une division du travail sexuelle. Ça pourrait être une division de travail entre les vieux et les jeunes, entre les clans, entre les rouquins et les blonds, etc. Alors, j'imagine mal que toi, tu n'as aucune opinion sur cette question et que pour toi, toutes les théories sont valables, des théories lacaniennes, psychoanalysantes, jusqu'aux théories biologisantes, comme quoi c'est ancré dans la faiblesse physique des femmes contre la force physique des hommes. Il y a forcément, même si c'est vrai que l'état des savoirs est sous-développé sur cette question et qu'il y a eu lieu à débat, etc., etc. Je ne peux pas croire que tu serais prêt à reconnaître la validité égale de théories idéalistes, matérialistes, biologisantes, réductionnistes, etc. Tu as forcément une opinion là-dessus et j'aimerais savoir laquelle. Ça marche à tous les coups. Quand dans un exposé, vous dites que vous allez rester relativement évasif sur une question, vous n'allez pas y échapper, on va vous la poser. J'ai pas fait exprès, hein. Je reviens quand même sur une chose que tu as dite. Non, je ne reconnais pas du bout des lèvres que dans certaines situations, que dans certaines sociétés, les rapports entre les sexes étaient équilibrés. Je le reconnais absolument pleinement. Ça me paraît clair, évident, et voilà. Le problème, c'est pas ça sur lequel j'ai le plus insisté ici, pour une raison simple. C'est parce que ça fait consensus parmi les marxistes. Donc, évidemment, j'ai pas parlé en long et en large des Bushmen, des chasseurs-cueilleurs des îles Andaman ou d'un certain nombre d'autres, parce que, effectivement, eux illustrent la position marxiste traditionnelle. Mais je ne le reconnais pas du bout des lèvres, je le reconnais absolument pleinement. La question, encore une fois, qui fait débat, enfin, à mon sens, c'est pas celle de savoir si Engels avait, enfin, entre guillemets, tout faux. C'est-à-dire que si aucun peuple ne vérifiait sa loi générale, oui, il y a des peuples qui vérifient sa loi générale, mais il y a des peuples qui la vérifient pas, et c'est pour ça qu'elle n'est pas générale. Et c'est ça le problème. Donc, effectivement, j'ai tendance à insister sur ceux qui la vérifient pas. Mais je reconnais, pas du bout des lèvres, je reconnais absolument pleinement que dans certaines de ces sociétés, à tous les niveaux techniques, les Iroquois ne sont pas non plus une exception. Voilà. Bon. Alors, l'origine de la division sexuelle du travail. J'ai bien une opinion, oui, plus ou moins. Disons que un certain nombre de choses, je suis absolument certain que ça ne sont pas des explications valables ou pas des explications du tout. Effectivement, je n'irai pas chercher des réponses du côté de la psychanalyse, lacanienne ou pas. Voilà. Alors après, qu'est-ce qui nous reste? Bon, pour dire en deux mots l'état de la discussion. Je rappelle que c'est quand même un problème que
on ne sache pas à quel moment de l'évolution humaine cette division sexuelle du travail soit apparue. Parce que vous comprenez bien que si c'est quelque chose qui est apparu uniquement chez l'homme moderne, le problème se pose en des termes un peu différents de savoir si c'est quelque chose qu'on hérite depuis 2 millions d'années et qui s'est fait par de l'évolution plus biologique que sociale. Enfin, vous voyez, bon. Et pour l'instant, là-dessus, on n'a aucune réponse. Vraiment aucune. Enfin, encore moins, je crois, que sur l'origine des formes familiales, où là, on a des petits bouts. Mais bon, là, on est vraiment... Alors, les deux thèses, me semble-t-il, les plus... on peut retenir, il y a 2 thèses essentielles. Il y a la thèse traditionnaliste et la thèse naturaliste. Les femmes ne chassent pas parce que, petit a, quand vous avez une grossesse ou des enfants en bas âge, vous cavalez pas derrière le gibier, etc. Parce que petit b, vous êtes moins fort physiquement et donc quand il faut scolter des gros animaux qui vous foncent dessus, vous êtes voilà. Petit c, parce que vous avez un déficit, relatif en testostérone. Donc vous perdez pas vos cheveux quand vous avez 40 ans, mais pour aller abattre le gibier, etc., c'est beaucoup moins bien. Petit d, ça serait dangereux la chasse pour les femmes, et le groupe, il peut se permettre de perdre des hommes, mais il peut pas se permettre de perdre des femmes. Voilà, en gros, le type d'explication qui a été invoqué. Il y a même eu des explications sur les femmes quand elles ont leurs règles. L'odeur fait fuir le gibier, et donc, voilà, et plus elle avance, plus le gibier recule, et donc... voilà. Alors, le problème de ces explications-là, c'est que, comment dire, ça colle pas vraiment. Et il y a même un certain nombre de choses sur lesquelles ça colle pas du tout. D'abord, la question de la mobilité. Les femmes sont des fois amenées à faire pour la cueillette des trajets au moins aussi grands que les hommes pour la chasse, parce que la chasse, c'est pas toujours cavaler derrière le gibier. Et puis la force physique, la chasse, c'est pas spécialement prendre un buffle, l'attraper par les cornes et lui tordre le cou. Hein. Sinon, vous voyez, c'est beaucoup plus des bons. Et donc un certain nombre d'auteurs ont mis le doigt un peu systématiquement sur tous ces aspects-là et ont montré que dans l'ensemble des peuples, ces prohibitions, cette division sexuelle du travail se faisait au nom d'interdits religieux. Et des interdits religieux qui tournaient tous autour d'une croyance liée que la femme est un être qui saigne à l'occasion de ses règles ou à l'occasion des accouchements, et que le sang de la femme ne doit pas être rapproché du sang du gibier, parce que ça ferait des catastrophes, des maladies, des dépeuplements, tout ce que vous voulez. Alors d'ailleurs, ça s'étend pas seulement au gibier, ça s'étend même aux armes. C'est-à-dire, il y a des tas de peuples qui vous expliquent que si une femme touche un arc, voire pose le regard dessus pendant qu'elle a ses règles, pouf, l'arc il va tirer de travers, enfin bon, ouais, tout un tas de choses comme ça. Alors, donc il y a des auteurs qui expliquent ça en disant, voilà, l'humanité, il y a ce qu'ils appellent le tabou du sang, et c'est le tabou du sang qui explique le détail de la division sexuelle du travail. Alors, problème, autant les objections que cette thèse amène à la théorie naturaliste me semble absolument recevable et à prendre en considération, autant moi repartir avec rien que ça dans ma musette, ça me pose un problème parce que j'essaye d'être un peu marxiste des fois, et donc l'idée que si l'humanité a fait la division sexuelle du travail, c'est que partout en tout lieu elle avait le tabou du sang dans le ciboulot et que voilà, et que l'explication s'arrête là, ça me va pas. Voilà. Donc, j'aurais tendance, mais c'est vraiment une humble opinion, parce que moi, je n'ai pas la compétence de trouver la solution à des problèmes que les gens les plus compétents n'ont pas trouvé. Enfin, je peux faire œuvre de synthèse, je peux essayer de voir ce qui colle et ce qui colle pas, etc. Mais là-dessus, bon, il me semble que la réalité doit être quelque part entre les deux. Alors, entre les deux, plus exactement, un mélange des deux. C'est-à-dire que, vraisemblablement, oui, les femmes étaient... objectivement empêchés de faire la chasse à certains moments de leur vie, mais que du coup ça s'est traduit dans l'esprit humain, non pas sous une forme rationnelle, voilà, en ce moment tu peux pas, mais dans 6 mois tu recommenceras, etc. Mais ça a fini par provoquer des idées un peu fantasmagoriques, une espèce de systématisation qui a utilisé la pensée magique, symbolique, tout ce que vous voulez, et qui a donné donc des trucs qui deviennent parfaitement irrationnels, parce qu'après vous avez des peuples qui disent que tels légumes sont des légumes masculins, donc doivent être cultivés par les hommes, tels autres légumes sont des légumes féminins, donc cultivés par les femmes. Là on voit très clairement qu'il n'y a aucune espèce de rationalisation
à la division sexuelle du travail. Donc voilà, je sais que c'est très insatisfaisant. Moi-même, j'en suis pas satisfait, mais il me semble que le moins mauvais, l'idée la moins insatisfaisante avec laquelle je finisse, c'est que vraisemblablement il y avait une base naturaliste, etc., qui n'explique pas tout à elle seule, et que cette base naturaliste a été en quelque sorte retravaillée, cérébralisée, je ne sais pas comment il faudrait dire, par un certain nombre de croyances sociales, etc., et que la division sexuelle du travail, finalement, est allée, on peut dire, beaucoup plus loin que ce qui était nécessaire du pur point de vue de la femme est provisoirement empêchée, vaut mieux pas qu'elle aille chasser. Voilà. Et encore une fois, le faible niveau des forces productives explique quand même que la division du travail a commencé par être une division binaire. Et que quand même, si on part d'une division binaire, comment diviser l'humanité en deux? Oui, on peut faire les rouquins et les blonds, oui, on peut faire les vieux et les jeunes, mais il y a quand même un truc, une différence qui saute un peu aux yeux et qui s'impose, etc., et qui a pu servir de matière première à peu près partout pour penser une division en deux, c'est la division sexuelle. Et ce que j'insiste, c'est que par la suite, les forces productives ont continué à se creuser, continuer à se développer. Du coup, la division sexuelle du travail, la division, sociale du travail a continué à se développer, mais d'une manière qui ne venait pas contredire la division par sexe. C'est-à-dire que dans une société non marchande, vous pouvez avoir 500 métiers différents. Il peut très bien y avoir là-dedans 250 métiers d'hommes, 250 métiers de femmes, et rien qui fait que ça se rencontre. Enfin, rien, hormis le fait qu'il faut que la production soit équilibrée au bout du compte, mais rien qui fasse qui permette à la société de penser que, encore une fois, ces choses-là sont d'une seule et même substance. Et j'insiste sur le fait que c'est quand même l'arrivée de la marchandise et de la forme valeur qui a fourni le soubassement de cette égalité moderne, de cette revendication moderne de l'égalité des sexes.